La collectionneur, c'est une idée qui vient d'un échange entre Xavier et moi. Xavier, responsable et à l'origine de Coleka. Moi, juste un collectionneur lambda, mais qui apprécie beaucoup le site, les idées et qui a beaucoup trop de collections pour me dire qu'il fallait en faire une émission. Oui, quand Alex donc m'a contacté pour mettre en place cette émission, moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que nous sur Coleka.com on a une plateforme qui permet effectivement aux collectionneurs de suivre leur collection, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que les collectionneurs sont vraiment des gens passionnés qui ont vraiment envie de parler de leur collection, tout comme nous. On aimerait avoir le temps de le faire, et là le podcast que Alex a proposé, c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière des gens qui sont passionnants et qui ont de très belles choses à raconter sur ceux qu'ils collectionnent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui présents pour le deuxième épisode, cette fois consacré aux cartes Dragon Ball Z avec Juju et Bob. Je vous laisse vous introduire et faire une petite présentation à qui souhaite commencer. Ok, je commence. Salut tout le monde. Donc moi c'est Juju, collectionneur de Cardass depuis 1995. Donc j'étais en CE1 à l'époque. Cardass. Donc j'ai commencé par les cartes Dragon Ball comme tout le monde à l'époque. Et puis j'ai eu une passion à partir de 2010 pour les cartes autres que Dragon Ball. Donc toujours des licences japonaises. Donc surtout essentiellement SD Gundam et puis un peu Sailor Moon. Voilà, et puis du coup, depuis 2007, j'anime différents sites, blogs, forums, groupes, etc. sur Internet liés aux cartes. Voilà, et puis c'est sur le forum DBZ Collection qu'en 2010, j'ai rencontré Bob ici présent et à qui je tends la perche. Merci Juju. Donc Bob, effectivement, collectionneur également comme toi depuis 95. Moi, ça fait je collectionne depuis pratiquement toujours. Alors pas que du Dragon Ball, effectivement. Moi aussi, en 2010, je me suis spécialisé dans d'autres cartes que Dragon Ball. Yu Yu Hakusho, Dragon Quest, mais on va dire que Dragon Ball reste ma passion première. Voilà, donc je suis Juju dans ces différentes péripéties. Donc sur le blog adali.fr, et puis on a tous les deux une chaîne qui s'appelle Mister Cardass où on fait pas mal d'unboxing de cartes Dragon Ball et autres. Voilà. D'accord. Voilà. Xavier, je te laisse un petit mot pour commencer. Oui, alors moi je m'occupe du site coleka.com qui est un site dédié aux collections au sens large, et c'est vrai que les cartes Dragon Ball, ça fait partie des sujets qui fédèrent énormément de monde. Donc moi je suis pas collectionneur à proprement parler de ces cartes. Par contre, je vis au quotidien avec elles puisqu'on on en rentre tous les jours. Donc on découvre des séries, on les recense, on essaie d'être au plus proche de. Le but, c'est de créer des guides pour les collectionneurs de cartes, donc de leur lister tout ce qui est sorti. Et donc on découvre tous les jours des choses assez incroyables, quoi, avec des variantes de textures de cartes, de machin et tout. Enfin, on en parlera. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, j'aime bien Dragon Ball, mais je suis pas collectionneur comme je vous l'ai dit. Mais vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Donc j'ai hâte qu'on parle de tout ça. Je pense qu'on va avoir pas mal de réponses à toutes nos questions dans les minutes à venir. Donc, justement, vous avez commencé à collectionner en 1995, comme vous venez de nous le dire. Vous avez commencé, votre première collection, vraiment, c'était du coup avec Dragon Ball. Alors, ça pouvait être Dragon Ball, Dragon Ball Z, l'univers Dragon Ball en général, de ce que Tout à fait, vous avez ouais. pu comprendre. Ouais. Et c'était juste les cartes Dragon Ball, vos premiers éléments, ou vous avez été sur d'autres choses aux alentours? Exemple figurines ou même des mangas d'ailleurs. Je pense qu'on a touché un peu à tout, mais après moi j'ai une particularité, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à tout le monde qui a découvert, Dragon Ball, grâce au Club Dorothée, en fait moi j'ai connu Dragon Ball grâce aux cartes Dragon Ball. Donc la petite anecdote que je raconte à chaque fois, donc excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est j'étais en CE1, donc mon enseignante, était enceinte. Et donc du coup, un jour, elle était absente et on a été reversés dans une autre classe. Donc j'étais dans une classe de grands, donc ça devait être des CE2 ou des CM1. Et en fait, le garçon à côté de qui j'étais assis pour la pause déjeuner, du coup, il est parti. Et en fait, il avait laissé une carte Dragon Ball sur son siège. Du coup, je me suis dit: «Est-ce que je vais lui rendre ou pas?» Non, je l'ai pas rendu, je l'ai gardé. Et donc du coup, ça m'a fait découvrir les cartes Dragon Ball. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que tout le monde dans la cour de récré
parlaient de Dragon Ball. Genre à un moment, je me rappelle de un groupe de filles qui parlaient de Akira Toriyama et je sais pas, je savais pas vraiment qui c'était, mais j'ai une intuition qui me disait que c'était l'auteur de Dragon Ball. Je sais pas pourquoi. Et à partir de ça, bah du coup, bien sûr, bah tu te mets à lire les mangas, tu te mets à acheter les petites figurines AB que t'achètes chez le marchand de journaux, t'achètes les magazines, Club Dorothée Magazine, etc. Enfin voilà. Après c'est quand t'aimes un univers, surtout à cet âge-là, t'es pas encore, tu te limites pas encore parce que t'as pas encore ce souci de volume, de place, de comment stocker les choses. T'as beaucoup moins de problématiques quand t'es enfant, donc ouais, tu touches à pas mal de choses. Et question, donc, du coup, toi, quand tu as découvert ça par les cartes, c'était déjà sorti, du coup, quand même, au Club Dorothée, comme tu dis là. Ah oui, bien sûr, Ouais, bah, ouais, c'était en d'accord. 95 et Dragon Ball Club Dorothée c'est sorti en 87, bon, en même temps que l'arrivée du Club Dorothée, et cetera. Donc oui, D'accord, j'étais un peu en retard, mais je me Mhm. suis rattrapé après. Quelques épisodes à rattraper, du coup. Voilà, c'est ça. Et Bob, du coup, toi, c'est via les cartes que tu es rentré dans l'univers aussi, ou Ouais, plutôt justement alors, via l'animé, le manga? alors moi j'ai commencé un petit peu avant en 94. Alors j'ai pas commencé avec les cartes, moi j'ai commencé avec les stickers, avec Panini. En Ouais. 94, il y a un album Panini qui est sorti et j'ai commencé avec ça. Et en 95, en fait, il y a cette collection qui est sortie. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est les fameuses trading bord bleu. D'accord. C'est, On ça dirait fait Trunks, si je partie vois bien. Ça doit être un Trunks, non? C'est Ouais, ça, c'est ouais. la Trunks, c'est la numéro 1. Voilà. Waouh! D'accord. C'est les premières cartes qui sont sorties en fait en France pratiquement. Ensuite, il y a eu les Cardass, ensuite il y a eu les Power Level qu'on appelle les Super Battle, voilà. Mais moi, j'ai commencé avec les stickers et ensuite, effectivement, donc quand j'étais en CE2 et en CM1 en 95, il y a eu ces cartes qui sont sorties et voilà, c'était la petite pièce quand tu promenais le chien, quand tu faisais tes corvées, hop, t'avais 10 francs et t'allais chez ton marchand de journaux et t'achetais ton petit booster de cartes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé l'univers des cartes Dragon Ball. Ah, moi, j'ai une question directe, tu peux, Alex? À cette époque-là, c'était des cartes de jeu ou des cartes de collection? Ouais. C'était des cartes de Mmh. collection. Alors, c'est vrai D'accord. que tu fais bien d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus sur de la carte de jeu. On est sur de la carte à jouer et à collectionner. Donc JCC. Donc jeu à carte à collectionner et à jouer. Et en fait, à l'époque, c'était plutôt de la collection. On n'était pas là pour jouer. Alors par contre, au Japon, effectivement, les Super Battle qu'on appelle les Power Level en France, t'avais ce côté jeu, mais t'avais quand même une dimension de collection qui est très importante. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ouais, j'en ai Aujourd'hui, eu. on est plus. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà, exactement, Ouais. exactement. C'est ça. C'est beau. Xavier, il a tout. Il a tout. Voilà. Non, non. Et aujourd'hui, notamment avec les Super Card Games, on est plus sur l'univers du jeu, alors qu'avant, on était plutôt sur la collection. Voilà. Si je peux me permettre, en fait, à la base, Bandai a sorti en 1988 au Japon les Cardass, donc les 4 premières licences, tu avais, Dragon Ball, Saint Seiya, SD Gundam et une sous-licence Ultraman et en fait, ils ont sorti ça parce que, bah, à l'époque, bah, bien sûr, il y avait pas d'internet, il y avait rien du tout donc du coup, ils ont sorti ça pour que les enfants, en fait, puissent avoir, des sources, qui parlent de leurs personnages préférés. C'est-à-dire que, par exemple, du coup, des petites cartes avec, leurs personnages préférés, leur puissance, des infos sur eux et cetera. Donc à la base, c'était vraiment le côté, collection et en fait, le côté, carte de jeu, alors du coup, les Cardass avaient quand même des petits, des en fait, on pouvait jouer un peu à la bataille, tu avais, des puissances. Du coup, tu pouvais, faire, la carte qui était la plus puissante, mais bon, c'était vraiment très limité et en fait, le côté vraiment, carte de jeu telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est arrivé alors déjà, en fait, il y a eu, dans les années 90, les cartes Magic et ensuite, les cartes Pokémon qui sont arrivées et en fait, ça a beaucoup inspiré Bandai qui, dès 1998 a sorti ses premières cartes games. C'était des cartes games de la licence SD Gundam et à partir de, 2003, en fait, ils ont sorti les cartes games Dragon Ball et puis après, bah, voilà, ça fait vraiment le type de carte qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut acheter, aujourd'hui dans les magasins de jouets. Donc c'est vraiment des cartes dérivées, en fait, vraiment inspirées de Pokémon et de Magic, mais à l'époque
Il n'y avait pas du tout ce côté jeu, à part bien sûr le côté les cartes la carte que tu as montré Xavier, du coup au Japon ça s'appelle Super Battle, donc en fait c'est pour faire une super bataille. D'accord. Donc du coup, celle qui a le chiffre le plus élevé gagne, et si le chiffre c'est le même, du coup tu regardes si le petit logo en bas à droite il est bleu, puis après si les deux ont le même truc, tu retournes, et derrière tu as un autre, t'as un nombre d'étoiles dans la boule. Enfin, c'est très limité, ça permet de jouer avec ses copains, mais c'était pas vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau stratégie, tournoi, etc. Mais ça permettait aussi de faire rentrer les plus jeunes dans le système, parce que du coup, les règles étaient beaucoup plus simples, entre guillemets, qu'un TCG Oui, actuel. Ou bien un sûr, ouais. JCC. Bien sûr. Et vous qui êtes du coup issu d'un monde dans lequel il n'existait pas de jeu de cartes et que vous êtes vraiment parti sur une base de collection, est-ce que vous jouez aujourd'hui avec les cartes récentes de JCC ou pas? Moi, non. Non. Alors, moi, je joue, en fait, moi, à l'époque, dans les années 2000, je jouais à Magic. J'ai joué à Magic. Notamment, j'ai commencé, genre, je sais pas si vous connaissez les extensions, mais j'ai commencé avec Odyssey, moi. Ouais. Magic. Très tôt. Ouais. Ouais, ouais. Et Magic, Carnage, Jugement, etc. Mais Dragon Ball, non, j'ai pas joué. Ok. Yu-Gi-Oh non plus, Pokémon non plus. En 2008 ou 2009, j'avais, parce que quand on achète des decks de démarrage, alors pour la collection, dedans il y a quand même le mode d'emploi, enfin les règles du jeu. J'avais commencé à les lire, mais j'ai pas tenu quoi. C'est vraiment pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors j'ai fait la même chose que vous. Moi j'ai mon fils qui collectionne celles-là, là, les nouvelles, là, les cartes. Les TBS. Voilà, Super Card Game. Et donc, pareil, règles du jeu, machin, on se penche dessus et je pense que c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Alors, ceci dit, ces cartes-là, elles ont quand même un franc succès parce que les Super Card Game, en fait, c'est un dérivé des IC Cardas qui sont arrivés au Japon en 2015. Je sais pas si vous connaissez. Les IC Cardas, il y avait une sorte de petite puce à l'intérieur de la carte qui te permettait avec une petite machine de pouvoir effectivement rentrer ta carte. Et en fait, donc les Super Card Games, ce sont des dérivés des IC Cardas. Les IC Cardas qui n'ont malheureusement pas marché au Japon en 2015. Et nous, effectivement, en Occident, on a eu effectivement, donc, à partir de 2018, donc la part 1 des Super Card Game FR. Et aujourd'hui, ça fait un carton puisque tout le monde y joue. Je crois qu'il y a plus de 12 ou 13 parts avec des extensions à côté. C'est la folie, quoi. Mais ces cartes dont tu parles avec les puces, pardon, justement, Ouais. elles ont entraîné aussi des jeux autres, puisque je me souviens, je crois que si je dis pas de bêtises, encore Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Heroes, qui sont des séries animées basées sur ces jeux, ont quand même pas mal de popularité, parce qu'il y a des épisodes qui sortent encore tous les mois, si je me trompe pas. Ouais, Dragon Ball Heroes, en fait, c'est sorti un petit peu avant, en fait. C'est sorti en 2010. C'est sorti en 2010, exactement, la première série. Et aujourd'hui, il y a pléthore de parts. En fait, si tu veux, les CKA ont essayé de s'implanter dans ce marché-là au Japon. Ça n'a pas marché parce que Dragon Ball Heroes était déjà très très bien implanté, notamment avec les bornes d'arcade. Et les enfants adorent ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, si tu parles de cartes au Japon, c'est les Heroes, quoi. Vraiment, les gens sont focalisés dessus, quoi. Ouais, ce qui est logique, oui, parce qu'en plus, il y a une saga, je crois, qui tourne autour, spécialement avec des épisodes qui sont pardon, il y a une saga avec des personnages qui sont non canon en plus dessus, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Et du coup, vous, par rapport à votre, je te coupe, Alex, juste par rapport à votre cercle, on va dire, de collectionneurs que vous avez certainement autour de vous, la part des gens qui jouent par rapport à ceux qui font que collectionner, c'est quoi? Il y en a beaucoup. Bon, parmi nos potes, on n'en connaît qu'un seul qui à la grande époque des cartes games jouait. D'accord. Donc c'est Laurent, et sinon les autres, personne n'a joué. Si, peut-être Yin a joué. Donc Yin qui est le créateur des DVD de collection, à une époque il jouait, mais je sais pas s'il a beaucoup joué. Puis lui, il organisait surtout. Donc c'est vraiment deux mondes différents, on va dire. Il y a le monde vraiment des cartes de collection et les gens qui jouent, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et moi, du coup, j'avais une question parce que Bob, tu nous as montré une de tes premières cartes qui était DBZ, pour le coup, saga DBZ. Vous avez commencé donc vraiment avec DBZ, parce qu'a priori, si vous dites 95, c'est plutôt la saga DBZ. Dragon Ball existait déjà, mais on était plutôt sur cette période-là. Vous, c'est vraiment ça que vous avez mis dedans, après, quand vous êtes rentré dans l'univers, c'est la période Dragon Ball Z, ou vous avez vraiment commencé dès le début avec les prémices de Dragon Ball tout court? En fait, il y a deux entrées, parce que en même temps, on regardait le dessin animé, mais en même temps, on avait les mangas qui sortaient, et donc du coup, les mangas étaient beaucoup plus en retard. Donc en fait, moi, mon premier manga, c'était pendant le tournoi de toute fin de Dragon Ball, donc le tome 16,
où Sangoku, qui est devenu adulte, se bat contre Ma Junior, alias Piccolo. Et en même temps, je regardais les. Oh lolo. Et en même temps, je regardais les épisodes avec les cyborgs, avec Cell et même le début de la période Boo. Donc du coup, en fait, c'est vrai que je pense qu'avoir grandi à notre époque, c'est-à-dire pas au tout début de Dragon Ball, mais du coup pendant pendant l'âge d'or de Dragon Ball, ça a fait que en fait on avait plein de choses on avait accès à plein de choses de plein d'époques différentes. Mm. Ce qui fait que je sais pas comment on a fait pour comprendre comment ça fonctionnait, mais on devait être fort, quoi. Non, mais je rejoins Juju là-dessus. Effectivement, moi j'ai commencé avec les petits mangas là, en fait les demi-tomes qui étaient chez le marchand de journaux. Si je me souviens très bien, c'était le numéro 24. Hein. C'est quand Tambourine tue Krillin pour la première fois. Oh le spoil! Oh là là! Ouais. On enchaîne les spoils. Et effectivement, en parallèle de ça, les épisodes, je me souviens, à l'époque, on était à peu près quand Trunks arrive sur Terre et qu'on a le numéro 19 qui se fait tuer par Vegeta avec le Big Bang Attack. Donc effectivement, voilà, on a un moment différent dans les mangas et dans l'animé. Et moi, c'est vraiment l'animé, c'est vraiment, voilà, j'ai commencé avec Goku et numéro 19 et Vegeta et je me dis, mais c'est qui ces gars? Enfin, c'est incroyable, les mecs avec des cheveux blonds comme ça, qui se tapent dessus. Enfin, voilà, j'étais un peu, je sais pas, un petit peu bête à l'époque, puis j'étais gamin, quoi. Ouais, un Je me dis, gamin. non, faut que je trouve des trucs et je me souviens, c'était un copain qui allait chez le marchand de journaux acheter ses boosters. Je dis, c'est quoi ces trucs? Et voilà, on est parti là-dedans. Ah, c'était compliqué d'aller sur Internet récupérer les épisodes manqués, quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, en fait, mon internet, c'était mon marchand de journaux, en fait. Hein. Il y avait les Dorothée Magazine, il y avait les boosters, il y avait les petits bouquins, et puis en parallèle de ça, il y avait la télé. Il y avait Dorothée, le mercredi. C'est vrai qu'à notre époque, le marchand de journaux avait plus d'influence que ce qu'on imagine. Ouais. Fournisseurs d'un peu tout, et c'est eux qui nous ont fait notre culture geek et culture rétro. C'est ça. Et du coup, comme on est en train d'enchaîner sur les sagas, est-ce que vous, justement, maintenant, vous avez une saga, des épisodes, ou même, on va dire, ou une série, parce que Dragon Ball, il y a plusieurs séries, qui vraiment vous tient plus à cœur que d'autres? Bah, je sais, vas-y, dis-le. Hein. Non, vas-y, Bob, toi en premier. Moi, si tu veux, j'aimais beaucoup Dragon Ball Z à l'époque, notamment la période Cell, parce que justement, j'ai commencé avec les cyborgs, Cell, etc. Donc, j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, je réapprends à aimer Dragon Ball, vraiment les tout premiers. Et je trouve que le tournoi avec Ma Junior, le tournoi où Goku arrive pour la première fois, il est grand, etc. Ça restera l'apogée pour moi de Dragon Ball. C'est le tournoi où on rencontre Chichi, on rencontre Ma Junior, où Goku gagne pour la première fois un tournoi. Pour moi, ça restera le moment phare, le moment référence de Dragon Ball. C'est un peu le tournoi de transition aussi, où Goku passe de l'enfant à Goku adulte, en fait. Exactement, ouais, exactement. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour moi. Pour moi, en fait, ma période préférée Dragon Ball, en fait, c'est vraiment le premier arc, c'est-à-dire les tout débuts, donc de la rencontre avec Bulma jusqu'à l'entraînement chez Kame Sennin. Donc en fait, j'aime beaucoup, enfin, j'adore cet univers vraiment inspiré des légendes chinoises avec le mont Paouz, les montagnes, les petites rivières. L'aventure, le chemin, enfin vraiment la partie inspirée de la légende chinoise Journey to the West, le voyage en Occident. Je suis hyper fan de ça et enfin vraiment pour moi quand j'imagine ça, j'ai vraiment des étoiles dans les yeux. J'imagine les couleurs de l'anime, les musiques hyper douces qu'il y avait dans l'anime, même l'opening de l'époque, Romantico à Galoyo. Je suis hyper fan et enfin j'adore ça. Et puis après le premier tournoi, l'entraînement avec Kame Sennin, bah en fait j'adore parce que alors déjà parce que c'est vachement cool
Et en même temps, en fait, comme je suis hyper fan de films classiques de kung-fu, en fait, je retrouve les films que j'aime. Dire que par exemple, dans l'entraînement de Kame Sennin, c'est vraiment le film de kung-fu, la 36e chambre de Shaolin, où, où tu as un jeune dont toute la famille a été tuée, qui se retrouve en fait à se s'abriter dans le temple de Shaolin et en fait là-bas il va apprendre le kung-fu en faisant en fait en ayant un entraînement qui n'est pas vraiment un entraînement de kung-fu, c'est-à-dire qu'en fait l'entraînement ça va être de porter de l'eau, ça va être de faire des travaux du quotidien, etc. Bah du coup comme Goku et Krillin quand ils vont livrer le lait, quand ils vont faire des choses comme ça et du coup en fait moi je m'y retrouve totalement. Après, j'aime beaucoup aussi la période du ruban rouge, parce que là, c'est vraiment la première grosse pression sur les épaules de Sangoku, avec vraiment des ennemis, ses premiers ennemis hyper puissants, et l'aventure, et puis la suite. Enfin, vraiment, c'est un côté jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire un premier boss, ensuite on va faire un deuxième boss, ensuite on va faire un troisième boss plus puissant, etc. Et même rien que dans la tour du muscle, c'est un vrai jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on fait le premier étage, on fait le deuxième étage, etc. Moi, c'est vraiment ça que j'adore. Puis après, bon, j'ai aussi un gros faible pour la période avec Gotenks, avec Gohan quand il est, donc c'est vraiment beaucoup plus loin quand Gohan est au lycée et tout. J'aime beaucoup ça aussi, quoi. Sagabou, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Ok. Et du coup, si c'est. Je vais poser la question à quelqu'un qui est moins expert, mais Xavier, quelle est toi ta période préférée de Dragon Ball, de l'univers Dragon Ball? Ben, je pense que ce que décrivait Juju, effectivement, c'est le plus attachant parce qu'il y a tout le départ, en fait, le démarrage. Moi, je l'ai vécu aussi. Je suis peut-être un peu plus vieux que vous, mais je l'ai vécu. Je devais avoir une dizaine d'années quand ça passait au Club Dorothée et compagnie. Effectivement, tout le côté très traditionnel avec l'entraînement classique et puis l'univers vraiment imprimé autour de la culture asiatique, mélangé avec la technologie qui arrivait avec Bulma et compagnie, ça faisait un truc qui était complètement nouveau, quoi. Donc cette période-là, elle est super attachante. Et moi, concrètement, j'ai regardé, je pense que j'ai pas vu GT en fait. Donc moi, en termes de culture, vraiment, je me suis arrêté à Z. Après, bon, je connais les personnages de la suite, mais j'ai jamais plongé dans le reste de l'histoire. Donc effectivement, tout le démarrage et c'est pour moi aussi c'est le plus intéressant. J'ai trouvé que ça pose les bases d'un truc extraordinaire. Qui existe encore de nos jours, quand même. Bah, Il faut le souligner. Et qui inspire encore aussi beaucoup d'autres sagas, pour pas dire que c'est les bases de quasiment toutes les autres sagas. Du coup, par rapport à ces mondes préférés que vous avez, est-ce que vous collectionnez des choses particulières sur cette saga-là, sur ces éléments-là, sur ces personnages-là, ou est-ce que vous arrivez à être détaché et à prendre d'autres choses pour compléter plutôt des sets, des collections, etc. Moi, je suis plutôt collectionné l'ensemble des sets, si tu veux. J'ai vraiment une collectionnité aiguë dans le sens où quand je commence quelque chose, j'aime le finir. Donc en fait, je collectionne tout ce qui a trait à la collection en fait. Donc je prends tout quoi. En carte, tu parles ou Ouais, non, ouais. en carte, en manga, en artbook, en Shitajiki. Shitajiki, c'est des sets c'est des sortes de grands buvards, enfin pas des grands buvards, mais des dessous de main qu'on mettait à l'époque. C'est vraiment des grandes cartes. Je collectionne tout en fait. D'accord. Tout. Et Voilà. enfin, dans la mesure où c'est numéroté, c'est vrai que si t'en manques un au milieu, c'est chiant, quoi. Alors, il y a certaines C'est le cartes qui piège. sont pas numérotées, que je collectionne quand même, qui sont assez Ah. embêtantes, c'est effectivement à avoir, mais oui, je collectionne aussi. Ah ouais. Ouais, et pour moi, bah, en fait, moi aussi je collectionne tout. Alors à une époque, c'était, il y a enfin vers 2008-2009, à l'époque, je collectionnais tout ce qui était, gachapon, pas les gachapons simples, qui sont juste un personnage, mais vraiment les, gachapons Imagination et les gachapons de Mega House, de l'éditeur Mega House, qui représentaient en fait des scènes. Donc tu Et avais il y a un des scènes décor, de c'est ça, combat, derrière? ouais, avec un petit décor, etc. Et en Ouais. fait, je m'étais fait toute une collection du coup de gachapon vraiment période Dragon Ball. C'est-à-dire que parfois j'achetais des sets complets parce que c'était moins cher et que c'était plus facile à trouver. Mais avec dedans il y avait du Z, et du coup le Z je les montais pas, quoi. Donc j'étais vraiment à fond sur ça, alors qu'aujourd'hui en fait je m'en fiche un peu.
sachant que même je suis hyper fan des Cardass Dragon Ball GT. Alors j'ai jamais regardé Dragon Ball GT. Je sais pas si je regarderai un jour, je sais pas, mais les Cardass GT sont magnifiques. Un Bob peut en attester, c'est limite les plus belles. Voilà, c'est comme ça. Mais il a raison. Enfin, c'est malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas si malheureusement, mais paradoxalement, les cartes Dragon Ball GT sont pour moi font partie des plus belles cartes, notamment en Super Battle et en Cardass qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est Parce que incroyable. vous considérez que au niveau de l'histoire de l'univers Dragon Ball, GT c'est une période de vache morte ou quoi, ou c'est Bah, Bob, tu l'as sûrement vu, donc tu peux peut-être mieux en parler que moi. en dessous? Comment dire, ça démarre, ça a du mal à démarrer. GT, quand t'es à l'apogée de GT, c'est pas trop mal, et ça repart dans les travers sur la fin. Donc c'est compliqué. C'est en dents de scie. On n'a pas forcément cette régularité que tu peux avoir dans les épisodes Dragon Ball. Même si en Dragon Ball, tu as énormément de failers, énormément de HS qui viennent un petit peu découdre l'histoire. Mais GT, c'est une 60aine d'épisodes. T'en as peut-être une petite quinzaine de biens, quoi. Le reste, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. T'as pas envie de dire du mal, mais pas loin, quoi. C'est ça? Parce que j'aime bien le cadre Dragon Ball GT, mais l'anime est pas forcément super, quoi. D'accord. Alors, et par contre, je donne un conseil à tous ceux qui vont regarder GT, ne regardez pas GT en français, regardez-le vraiment en VO, quoi. Non, en S'il vous français, plaît. les voix, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Ne vous faites pas de mal, vraiment. Mettez-le en VO, quoi. Et Voilà. puis, moi, j'ai appris avec GT. J'aime beaucoup GT. Je l'ai vu aussi. Je pense que j'ai vu quasiment tous les épisodes Dragon Ball Z et GT. Et même Dragon Ball Hero. Super, pardon. Mais, et Hero aussi, d'ailleurs, je les ai vus. Mais par contre, GT, c'est aussi le truc, c'est que ça a été fait par les fans pour les fans. C'est vraiment pour continuer la saga Dragon Ball Z que ça a été fait, si je me trompe pas. Il y a une petite décorrélation avec le reste de l'univers. Je peux pas dire que ce soit fait par les fans parce qu'en fait, ça a été fait directement à la fin de Dragon Ball Z. Donc en fait, les fans étaient encore trop jeunes. Donc je pense que c'était vraiment pour surfer, c'est-à-dire qu'en fait, Dragon Ball, ça a explosé encore tous les records au Japon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas s'arrêter là. Bah zut, Toriyama en a marre, il arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup, on va créer une série sans Toriyama. Donc Toriyama est peut-être à la base sur les designs, mais c'est tout. Mais bon, c'est vrai qu'une série où on garde que Goku. Ils essayent de faire un rapprochement avec le début où il redevient enfant. Ok, ça peut être une bonne idée, mais on perd tous nos personnages. T'as Trunks qui devient totalement nul. T'as Gohan, du coup, qui est la suite de Gohan 2Z, qui devient qui devient un mec, enfin un prof, quoi. Enfin c'est Il y avait Vegeta Moustache aussi. Ouais, voilà, Vegeta Moustache, il l'a pas gardé longtemps, quoi. Vu le tollé que ça a Cuir, fait, il a du cuir il aussi. l'a rasé vite. C'est Ouais. vraiment cuir et moustache parce qu'il est habillé tout en cuir. Hein. C'est ça, avec les cheveux un peu courts et tout, pantalon moulant. Bon, il avait déjà pantalon moulant. Non, mais il y a effectivement deux, trois trucs qui sont, je suis d'accord, qui sont pas, je vais pas dire cohérents, mais à la limite, je préfère me regarder, moi, les films de Dragon Ball Z, qui sont non canon, mais qui, je trouve, apportent beaucoup plus à l'histoire que Dragon Ball GT, qui en soi, va pas apporter tant que ça à l'histoire de base, quoi. Va pas étoffer plus les connaissances sur les personnages. Ah, si, il y a un personnage qui est étoffé, qui est très peu connu, parce qu'elle est très jeune à l'époque, c'est Pan. Ouais. Pan. Bah, c'est Donc, le seul personnage. Videl et Gohan. Ouais, c'est le seul personnage qui est développé dans GT. C'est ça. Après GT, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la transformation de Goku, en fait. Le Super Saiyan 4, il y en a qui n'aiment pas. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Bah, le torse velu, c'est pas mal. Une bonne idée. Comment? Ouais. Torse velu, c'est pas mal. Hein. Ça change. Ouais. Et à l'image, pour ceux qui écoutent, ça ne se rendent pas compte, mais on est tous très. C'est pas l'inverse, c'est pas le corps velu et torse imberbe. Bah, il a pas mal de poils sur les épaules. Corps velu et torse imberbe, je crois. Je sais plus, mais je le vois, enfin les épaules. Bah, oui, en fait, il est tout rouge et il a juste les pectoraux qui sont. C'est ça. On les voit bien, les pectoraux. Ouais, on les voit très bien. Ce qui est très étonnant d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, vous avez une idée de pourquoi c'est GT qui semble être la plus belle collection de cartes, où ça semble tout à fait étonnant et jusqu'ici vous n'avez pas de réponse? La maturité. Ouais, c'est ça. Je pense que en fait, ils ont eu, ils se sont fait la main sur les différentes collections entre 95 et 98. Et en 98, il y a eu l'apogée avec les Tokubetsudan, les Cardass, comment on appelle ça, j'ai vu la carte, enfin
Ah, La collection. Complete Collection of Cardass Dragon Ball, un Voilà. truc comme ça. On appelle les Ouais, Tokugakudan en fait. Voilà. Voilà, en fait, ils se sont fait la main sur les cartes. Notamment, ils ont essayé des maquettes, ils ont essayé des types d'illustrations. Et pour moi, les GT, bah, c'est les dernières. Donc, en fait, c'est ce qui se fait de mieux en fait. Voilà. bah Ok. surtout, moi j'ai en visuel des cartes où en fait le truc c'est que pour avoir une carte Dragon Ball réussie, une prisme réussie, faut que le fond de la carte soit vert ou violet rose. Et ça, du coup, ils en ont fait pas mal des cartes avec des fonds verts, des fonds violet rose vers la fin, et du coup, ça marche très bien, quoi. Et c'est un avis qui est quand même général, ou quand vraiment la communauté trouve que les GT sont l'apogée, ou je veux dire, vous êtes une minorité à trouver ça? Non, je pense qu'on est en train de se motiver tous à dire que GT, c'est les cartes les plus belles, mais je pense qu'en dehors de notre cercle, les gens ne pensent pas forcément pareil, quoi. Donc, c'est plutôt, on va dire, c'est pas forcément très politique. Il y a pas, tous les fans ne sont pas unanimes sur quelle est la collection la plus Bah, aboutie au niveau Bah, design et autres. après, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, dans les 30 parts originales de Cardass, donc à partir de la part 26, c'est Dragon Ball GT. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de la part 23, donc c'était encore Dragon Ball Z, c'était contre Boo, etc. Bandai s'est mis à mettre deux cartes Reverse Prism en Cardass, c'est-à-dire qu'en gros, on pouvait décoller le dos et pour afficher une prisme cachée. Donc du coup, GT a profité de ça, et en plus, à partir de la part 28, il y avait une des deux prismes dédoublables qui a été remplacée par une carte gold. Et en fait, du coup, ça fait que GT a profité de cartes, de types de cartes qui n'existaient pas avant et que les autres sagas, dont les autres sagas n'ont pas profité. Hmm. Et en plus, la part 28, elle a une petite série de cartes qui fait, je sais pas, 8 cartes, je crois, qui est l'évolution de Goku, où en fait, c'est 8 cartes avec une maquette différente, avec Goku enfant, Goku adulte, adulte SSJ, etc. Avec en fait le nom de Son Goku qui est écrit en gold stamping, en fait, donc du coup le texte qui est écrit en doré, en vrai doré. Et en fait, c'est des cartes magnifiques qui n'existent que du coup dans les parts GT. Donc du coup, c'est vrai que voilà quoi, Bandai a fait de l'innovation petit à petit, et puis bah du coup le summum est arrivé au niveau des parts GT, donc Hmm. voilà quoi, faut faire avec. Ok. J'ai une petite question sur donc sur les débuts, parce qu'on a parlé de ce que vous avez commencé à collectionner, mais quel est votre premier rachat? Alors, on va dire en deux étapes. Quel est le premier achat que vous avez effectué avec votre argent, et quel est le premier élément qui a déclenché votre collection? Si vous avez ces réponses ou si vous vous en souvenez. Ok, je te laisse partir, Bob. Moi, j'ai changé une carte. Moi, c'est ça. Ça, C'est c'est le premier ça. achat, le premier C'est élément. ce que je t'ai montré. C'est le classeur avec les fameuses cartes bord bleu, quoi. C'était vraiment les premières cartes que j'ai achetées. D'ailleurs, c'est des cartes d'origine. Je les ai slivées parce qu'elles sont vraiment abîmées, les miennes. Elles sont vraiment d'époque. Donc, D'accord. en fait, je pourrais les racheter en neuf, hein. Je pourrais les racheter en neuf aujourd'hui. Ça coûte pas Ouais, très cher. C'est pas forcément des cartes très recherchées, mais sentimentalement, je les garde parce que ça fait partie de mes premiers achats. Donc voilà, c'est mes bébés. Voilà, mes premières cartes. Ça se comprend. Et du coup, le set est complet ou il y a eu des. J'ai tout complet. J'ai la part 1 à 5, tout est complet. D'ailleurs, il y a la part 2, c'est les grises. La part 3, c'est les dorés. La part 4, c'est les rouges. Et la 5e part, c'est les vertes. Voilà. J'en ai une. Ah, C'est ça. Wow. la verte, c'est exactement. Part 5, Avec En Ok. relief, ouais. en relief, celle-là, non? en Elle est relief. en relief, exactement. On Eh voit ouais. pas. Alors, désolé pour les gens qui écoutent un podcast, on est en train de montrer quelques cartes. C'est beau. Voilà. Et pour moi, du coup, ma toute première carte, moi, c'était du coup la carte que j'avais récupérée sur la chaise du garçon qui était à côté de moi. Donc, c'est une Hero Collection Part 2, toute moche, avec Videl dessus. Enfin, la carte qui n'a aucun intérêt. Mais du coup, c'est ma toute première. Et la toute première que j'ai achetée, du coup, encore une fois, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Donc, à l'époque, en bas de chez moi, dans le Vidéo Futur, en fait, à l'époque, Vidéo Futur, ils avaient des distributeurs de cartes, et ils avaient des classeurs à l'intérieur. Puis derrière la caisse, ils avaient les posters de cartes, etc. Enfin, c'était vraiment.
enfin, c'était vraiment un super endroit, quoi. Et du coup, j'étais avec mon grand-père. Je regarde leur classeur de cartes et du coup, j'en choisis une et puis là, le vendeur, il me met la pression. Enfin, pas il me met la pression, il me demande, laquelle je veux et moi, ça me met la pression tout de suite. Donc du coup, j'en pointe une au hasard. Je lui dis: une comme celle-là» et en fait, lui, il comprend que je veux celle-là. Donc du coup, il me fait: «Ah, tu veux celle-là?» Et du coup, j'ose pas dire non, donc du coup, ma toute première carte, c'est celle-là. Voilà. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Moi, j'adore cette carte, mais bon, quand t'as 8 ans, c'est pas cette carte que tu veux, quoi. Ah non, il fallait Voilà. un Super Saiyan à l'époque. Ouais, bah ouais, et là, il est Super Saiyan cheveux blancs, hein, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Et sinon, mon tout premier achat, donc avec mon propre argent, c'était, en fait, à l'époque, bah, du coup, Bob aussi a beaucoup connu cette boutique. Donc c'est une boutique, qui était dans le 11e, qui s'appelait Atomic Club, qui était, du coup vers le Hydro-Rollin dans Paris pour ceux qui connaissent. Donc le patron qui est Gérard, donc qu'on a bien connu avec Bob. Ouais. En fait, lui, il avait une boutique incroyable qui ensuite, donc à l'époque, elle s'appelait Atomic Club. Donc ça, c'était, moi, c'était vers 2005, au moment où j'ai repris les cartes, en fait. Donc la boutique s'appelait Atomic Club. Ensuite, elle est devenue Manga Toys. Manga Store. Manga Store. Manga Elle est Toys. devenue non, Manga Toy, c'était l'autre, rue Keller. Et Oui, celle-là, t'as c'était raison, Manga Store. Manga Manga Shop. Shop. Manga Shop et en fait, du coup, chez Atomic Club, ils avaient mais un stock incroyable de cartes. Genre aujourd'hui, on y retournerait, mais on tomberait sur des cartes mais hyper rares de ouf. Alors qu'à l'époque, comme on était vraiment focus Dragon Ball, du coup, les Senseiya, et cetera, on s'intéressait pas vraiment. Mais en tout cas, il avait des classeurs, des boîtes de cartes avec masse de trucs de fou. Et du coup, j'avais acheté une petite sélection, moi je me rappelle, j'étais en classe de première, donc en fait, c'est le moment où j'avais repris, la collection de cartes parce qu'à l'époque, mon meilleur pote de l'époque, un jour j'étais chez lui et puis il me sort de sous son lit, en fait, son classeur d'époque et moi j'avais plus de cartes parce que mon père, en fait, il m'avait demandé si, il pouvait les vendre en vide-grenier. J'ai dit: «Oui», donc du coup, elles sont toutes parties, pour 10 francs chez un mec à Pantin, enfin bref et Le drame. le drame, bah, en fait, je pense que s'il avait pas revendu mes cartes et que je les avais toujours eues, je pense que je serais pas forcément rentré dedans. C'est-à-dire que j'aurais été content d'avoir trouvé mes cartes et j'aurais pas cherché à en avoir des nouvelles. Mmh. Alors que là, du coup, je les avais plus, ça a créé une frustration. Et du coup, j'étais chez mon meilleur pote qui me sort son classeur de cartes. Et là, du coup, je retrouve tout. C'est-à-dire que je fais: «Ah, là, c'est une fausse. Là, t'as une brillante cachée et tout. Là, c'est telle collection et tout». Enfin, tout revient d'un coup. Et du coup, bah là, il m'en faut. Et donc, du coup, je trouve cette boutique. Je sais pas comment j'ai retrouvé cette boutique. Et du coup, j'étais avec un autre pote, on allait voir, au ciné, Bob l'éponge le film, le premier. Et juste avant, en fait, je l'emmène dans cette boutique et là, du coup, j'avais un peu d'argent, donc j'achète des cartes, pas au hasard, vraiment comme à l'époque, j'avais pas grand-chose, des cartes que je trouve sympas, des Super Battle, des Cardass, quelques PP et tout. Voilà, donc mes 1res cartes que j'ai achetées avec, mon propre argent, bah, du coup, c'était, à 17 ans en 2005, quoi. À la sortie de Bob l'éponge. Ou avant Bob À la l'éponge. sortie de Bob l'éponge le film, voilà. Il y a parallèle, oui, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des marchands de journaux, mais il faut effectivement aussi expliquer que les cartes Dragon Ball ne se sont pas sorties que chez le marchand de journaux. Il y avait effectivement des boutiques d'import à l'époque. Et eux, en fait, étaient vraiment en avance sur nous parce que du coup, on avait la possibilité d'acheter des cartes japonaises, notamment les PP cards, qui Oui, c'est ce n'étaient que pas. Comment? c'est ce que j'allais vous poser comme question parce que Ouais, forcément, ce qui était distribué en kiosque et le marchand de journaux, c'était des cartes françaises. c'est ça. Et si j'imagine que, alors, il faudra peut-être vous nous en parler un petit peu par rapport à vos collections. Le rapport entre les cartes françaises et les cartes japonaises, qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux, pourquoi, etc. Mais enfin, c'était difficile. Nous, on galère déjà en tant que recenseur de cartes à faire à trouver. Alors ça, ok, c'est sorti en japonais, mais est-ce que c'est sorti en français? Comment ça s'est passé ce découpage en fait historiquement par rapport aux sorties japonaises et françaises? C'est compliqué, non? Juju. Non, tu veux y aller? OK, bah, j'y vais. Non, non, mais Donc Au en fait, charbon. donc comme a dit Bob, en fait, lui, ses premières cartes, c'était les cartes Panini. Donc en fait, les toutes premières cartes à être arrivées en France, il y a 2 types de collections. Il y a les cartes par l'éditeur, japonais Hamada, donc les Hero Collection, c'est des cartes en booster. Alors à l'époque, c'était, révolutionnaire au Japon parce que, au Japon, ils avaient soit les distributeurs en machine, soit les pool packs qui étaient
des sachets qu'on tirait, donc c'est des packs qu'on poule, qu'on tire. Et donc du coup, parce que Amada, ils n'avaient pas l'argent de Bandai, donc ils pouvaient pas créer des distributeurs. Mais du coup, Amada, ils ont sorti en 94 la collection Hero Collection, qui en fait étaient des cartes en booster. Ils ont sorti aussi une autre collection qui s'appelle Trading Collection. Donc c'est vraiment des cartes format trading card, donc un peu, enfin bord carré, donc qui à l'époque aussi était révolutionnaire au Japon. Mais en fait, ces cartes qui sont sorties en booster, elles étaient surtout destinées à l'export en fait, parce que le booster, comme ça fonctionne aux États-Unis, en Europe, etc. En fait, ces cartes elles sont sorties surtout à l'étranger. Et en fait, c'est pour ça que c'est assez rigolo quand aujourd'hui on va sur les sites de vente japonais. En fait, des cartes Hero Collection Dragon Ball sont vendues hyper cher, même d'autres licences, mais Dragon Ball sont vendues hyper cher, alors qu'en France, on en trouve peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on en trouvait à une époque sur eBay pour des prix dérisoires parce que on a été inondé en France, alors qu'au Japon, c'était hyper rare parce que c'était pas fait pour être sorti là-bas. Donc ça, c'est l'une des collections, des types Mais de elles sont collections sorties. sorties. Je te coupe. Dis-moi. Quand tu dis elles sont sorties en France et qu'on a été arrosé, elles sont sorties en français ou en japonais? Non, en japonais. Elles sont sorties en En japonais, japonais, d'accord. mais elles étaient faites pour l'export. Et il y a un autre D'accord. type de cartes. En fait, du coup, il y a les Cardass de Bandai, donc toutes les collections de Cardass, donc que ce soit du coup les Cardass de base, les Super Battle, les Super Barcode Wars, Visual Adventure, etc. Ces cartes-là, donc du coup, il y a les versions japonaises, mais il y a les versions made in HK, donc fabriquées à Hong Kong. Donc elles étaient faites pour le marché local de Hong Kong, mais elles étaient faites aussi pour l'export dans le monde entier. Et en fait, donc du coup, les premières cartes qu'on a eues, en plus des cartes d'Amada, je crois même avant les cartes d'Amada, en fait, les premières qu'on a eues en France, du coup, c'était des Cardass donc japonaises, mais fabriquées à Hong Kong, donc qui étaient totalement officielles, mais fabriquées à Hong Kong, qui étaient faites pour l'export, parce qu'au Japon, il y a toujours eu ce côté, en fait, on a peur de l'étranger, donc du coup, aujourd'hui encore, on achète des trucs au Japon, il y a écrit Only for sale in Japan. À l'époque, c'était déjà le cas et même beaucoup plus. Et donc du coup, comme Bandai a vu que les cartes fonctionnaient que Dragon Ball fonctionnait très bien à l'étranger, du coup, ils ont fait les cartes produites à Hong Kong pour la diffusion à l'étranger, dont la France et bien sûr Hong Kong parce que c'était fait là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, le Hong Kong est le premier pays du coup à avoir des cartes Dragon Ball. Ensuite, en Europe, la France n'a pas été le premier pays. Il y a eu des cartes Dragon Ball en 1993 en Espagne, du coup, avec des textes en espagnol, des cardas espagnols, qui correspondent en fait à la troisième part des cartes Dragon Ball, donc la toute première part Z. Et en fait, en France, il faut attendre fin 95 pour avoir les premières cardas françaises, donc traduites en France. Donc du coup, à l'époque, elles étaient distribué par Upper Deck. Donc il y avait Upper Deck, donc du coup connu pour les cartes de basket, qui s'occupait de la distribution en France. Et puis il y avait dans le 95 les bureaux de Bandai France, du coup qui géraient ça. Et en fait les cartes, elles étaient distribuées par Upper Deck, qui eux étaient à Sophia Antipolis, à côté d'Antibes. Voilà pour voilà pour l'histoire des cartes Dragon Ball en France. Et en fait, du coup, en France, on a eu 8, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9 parts Dragon Ball Cardass, donc du coup de la part l'équivalent de la part 16 à part 26 en Cardass. Et en Super Battle, donc traduite en grand combat en fait, qui est vraiment la traduction littérale, on a eu des parts 12 à 19. Donc du coup, on a eu quand même pas mal de cartes traduites en français. Et sinon, On a eu pour le reste, 11 parts Cardass et 8 parts Super Battle. voilà. Et donc du coup, pour le reste, du coup, il n'y a pas eu de traduction en français. Enfin, sinon, il faudra attendre 2006 avec les card games. Et les Power Level, donc les Super Battle, là, Ouais. Qui c'est ça? C'est toujours, c'est pareil C'est Upper que Deck? c'est Upper Deck qui distribuait Ouais, aussi. d'accord. Enfin, du coup, c'était fabriqué. En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs sources. Il y en a qui étaient fabriquées. Je crois qu'il y en a qui étaient fabriquées en Chine. Il y en a qui étaient fabriquées. Je me demande s'il n'y en a pas qui étaient fabriquées aussi en Espagne. Enfin, tu me corrigeras, Bob, peut-être. Il n'y en avait aucune qui était fabriquée en France. Et t'en as qui étaient fabriquées au Japon, en fait. C'était assez bizarre parce que du coup, en fait, c'est vrai qu'on voit la qualité
des Cardass et la qualité des Cardass Le Grand Combat n'est pas la même, parce que les Cardass Le Grand Combat ont beaucoup mieux survécu au temps que les Cardass simples version française, parce que du coup en fait on a les prismes Cardass françaises en fait qui ont tendance à se décolorer. Même il y a la couche prisme qui a tendance à faire des bulles, même à se décoller un peu. Je vais montrer, j'en ai une. Vas-y. Si vous voyez bien. Là on voit pas, vas-y, ouais. Voilà, là c'est totalement décoloré. Je vais montrer, en fait, on voit les bulles. Regardez les points sur la carte. Alors c'est un peu flou. Ah voilà. Oui, je vois totalement, ouais. Sur la peau, on voit les points. On voit les points qui sont vraiment. On dirait la carte m'imagine très mal. Voilà. Alors que les Cardass Le Grand Combat, elles ont bien survécu autant, donc en fait elles n'ont pas été fabriquées au même endroit, et en plus les Cardass Le Grand Combat sont vraiment un carton bien plus épais, même plus épais que les japonaises aussi. Enfin c'est pour ça on sait pas trop comment ils sont organisés. En fait on n'a jamais réussi à trouver un contact chez Bandai qui a pu répondre à nos questions en fait. Du coup, je sais pas trop comment ils sont organisés, où sont passés les gens, mais en tout cas, ouais, il y a différents types de fabrication, différents niveaux de qualité, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est sorti en France à l'époque. Et vous avez fait quoi? Japonais du coup ou français dans vos collections perso? Moi, à l'époque, j'étais 100%. À l'époque, j'étais 100% Japon. Déjà, moi, à l'époque, j'étais que grand combat. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui n'était pas grand combat, c'était pas intéressant. C'est-à-dire que quand j'achetais d'autres cartes, des Panini, des cartes Hamada, Hero Collection, etc., pour moi, c'était uniquement pour l'échange. Mais j'étais 100% grand combat. Donc du coup française. Et aujourd'hui, en fait, les Cardass Le Grand Combat, enfin les Cardass françaises d'un côté. Ah, et j'ai oublié de dire, il y a aussi une part de Jumbo qui est sortie. Donc les Jumbo, c'est les cartes grand format. Il y a une part qui est sortie aussi en France. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on était à 20 parts sorties en français, sachant qu'il y a 30 parts Cardass japonaises d'époque, plus les complete box qui sont sortis Dragon Ball Super, qui nous ont apporté 8 parts, plus 2 parts Broly, plus les 20 parts Super Battle, etc. Donc, vraiment, à moins d'être spécialisé cartes françaises, les cartes françaises, un collectionneur qui fait un peu tout, c'est vraiment une minorité dans sa collection. D'accord. Et c'est Bandai qui chapeautait toujours tout, parce que du coup, tu as mentionné plusieurs fois j'ai vu Bandai. C'est toujours eux, comme ils ont les droits d'image, c'est toujours eux quand même qui décidaient un peu qui distribuait d'image ou de réalisation, ça dépendait. Au Japon, je sais pas comment ça faisait, parce que au Japon, il y a eu en fait une multiplicité d'éditeurs. Il y a eu Hamada, il y a eu Nagasakiya, il y a eu Yamakatsu, il y a eu plein d'éditeurs différents qui ont sorti des trucs. Donc je pense que là, ça se faisait directement en lien avec la Toei, mais tout ce qui est sorti en fait à l'étranger, édité à l'étranger, c'est sûr que c'était Bandai. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, en 2009 ou 2010, il y a eu une collection d'Hamada, enfin à l'époque qui est devenue N-Sky, c'est-à-dire que Hamada au milieu des années 2000 c'est renommé en N-Sky au Japon, et en fait ils avaient une collection qui était les skill cards qui sont sortis en français, qui ont été traduits en français, sauf qu'en français du coup ça a été édité par Bandai. Donc du coup c'est assez rigolo de voir une collection de on va dire le rival historique de Bandai au Japon, édité par Bandai en France. Donc ouais, je pense que de toute façon en France on est obligé de passer par Bandai, même si Panini a des passe droits, parce que c'est Panini. Et on a été moins bien lotis sur cette collection d'ailleurs, puisque en fait on n'a pas eu les droits, nous en tout cas en France, d'avoir les cartes tirées des films. Ouais. C'est-à-dire qu'au Japon, les cartes, il y avait les illustrations des personnages des films, Kula, Broly, Bojack, etc. Nous en France, les skill cards, on n'y a pas eu le droit. Ouais, voilà. Pareil pour les JCC, pour les cartes game françaises, il n'y avait pas toutes les cartes venues des films. En fait, comme ça doit être des droits différents, tout ce qui est tiré de l'anime et tout ce qui est tiré du film, des films, du coup, en France, on a eu des collections tronquées à partir des années 2000. Ce qui est dommage. Les films sont vraiment sous-cotés, j'ai l'impression. et question collection, par rapport au marché des cartes françaises, est-ce qu'il y a justement, est-ce que ça intéresse par exemple le marché japonais pour le côté exotique ou pas? Non, je te laisse répondre, Bob. Est-ce que c'est une énigme? Est-ce que c'est Non, mais je pense que je pense qu'il y a certains collectionneurs effectivement à Hong Kong ou au Japon qui peuvent effectivement récupérer des collections françaises, mais ça reste une minorité. C'est une minorité. En fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a eu des cartes inédites par rapport, aux japonaises. C'est-à-dire qu'on a eu les cartes, hors série et les cartes spéciales flash. Donc les cartes spéciales flash, c'est des cartes, gold, un peu comme celles qu'on a eues au Japon dans les Cardass, GT par 28, 29, 30. Donc c'est des cartes gold un peu en relief, et on a eu des Oui. hors série, en fait, et ces 2 types de cartes étaient, totalement inédites, en dehors de la France. Ce qui fait, voilà, Bob sort sa hors-série, la plus rare des hors-séries, donc la part 3. Et en fait, du coup, là, il y a les gros collectionneurs au Japon et à Hong Kong qui, en fait, eux, ils ont tout fini. Ils ont tout fini, donc du coup, ils se font un peu Bah chier. oui. Et du coup, bah, quand ils ont appris qu'il y avait ces cartes-là qui étaient sorties en France, bah, du coup, il leur fallait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du coup, déjà qu'elles sont hyper difficiles à trouver en France. On en trouvait parfois un peu en vide-grenier et tout. Bon, aujourd'hui, c'est fini, quoi. Mais du coup, il y a des collectionneurs français, enfin, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des collectionneurs, qui du coup les achetaient en France pas cher pour les revendre hors de prix au Japon et se faire une marge de malade. Voilà. Et donc du coup, nous, on est vraiment du genre à faire venir des cartes japonaises en France, mais il y en a qui ont fait sortir des cartes françaises au Japon, et du coup, Ouais, il y a voilà un quoi. côté exotique, quoi. Ça fait un truc Mm. complémentaire, effectivement, quand tu as déjà Ouais, En c'est sachant, ça. en sachant japonais. également que les invendus de Super Battle que tu as tout à l'heure, que tu nous as montré Xavier, Ouais, les invendus Super Battle ont fini dans les pays de l'Est, notamment en Ouais, Hongrie. c'est ça. d'accord. En Ouais, En français? fait, ouais, ouais. ouais, les C'est-à-dire Françaises, en qu'ils fait, ont eu, Ah en ouais. fait, ils ont eu les cartes, les Super Battle, en fait, Dragon Ball, en version FR en Hongrie. Et Voilà. du coup, voilà. Il y les a beaucoup Hongrois de, parlent il y super a- bien français. ouais, exactement. Mais Il y a C'est beaucoup, terrible. il y a, exactement, ouais. parce Il y a beaucoup parce de qu'en fait, collectionneurs et tout, hongrois qui mettent en vente justement des cartes FR. ouais. C'est marrant. Terrible, Ouais, d'accord. parce qu'en fait, Bandai, ils laissaient pas, après je sais pas comment ça fonctionne, le business des marchands de journaux et cetera, mais en tout cas Bandai récupérait les invendus. Et du coup les invendus, en fait, ils les ont, envoyés en Europe de l'Est, Hongrie, Pologne, et en fait ça on l'a appris sur le tard, on l'a appris, en vraiment en 2010 quand on s'est mis à rechercher, en fait quand on a créé notre petit groupe de personnes qui se rencontraient, IRL et cetera, donc du coup on s'est mis à enquêter, on est allé chez plein de marchands de journaux, etc. Et en fait, on avait quand même réussi à contacter Bandai. Et la seule info qu'on a eue, c'est qu'en fait, toutes ces cartes étaient parties en Europe de l'Est. Et c'est pour ça que parfois, sur les groupes français, même à l'époque, sur les forums, on a des collectionneurs hongrois qui ont des belles collections de cartes françaises et qui, du coup sont là. Et du coup, c'est assez rigolo de voir ça, quoi. Ouais, ils ont dû les toper pas cher en plus à l'époque. Enfin, j'imagine, parce que Bah ouais, dans une langue bah ouais, étrangère, ouais, ouais, un des produit pour les stockages. enfants, ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est rigolo. Et est-ce que du coup, pour votre collection, comme Bob nous disait qu'il voulait absolument à chaque fois finir ses sets, est-ce que vous définissez quand même des budgets ou c'est vraiment, allez, on finit ce mois-ci, on verra le mois prochain si on mange que des pâtes, c'est pas grave. Bah alors, moi, j'ai cette chance du coup, de vraiment d'avoir un compte différent pour tout ce qui est les dépenses, bouffe, loyer, et cetera, factures, et cetera, et le reste où c'est que, je fais ce que je veux avec. Donc du coup, tant que j'ai de l'argent sur mon compte, bah, du coup, ça peut potentiellement partir à un moment. Donc du coup, j'ai pas de budget max. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, heu donc, comme j'ai dit, à partir de 2010, je me suis intéressé aux licences autres que Dragon Ball. Alors déjà à l'époque, les full sets de Cardass Dragon Ball, il y avait des vendeurs hongkongais qui avaient récupéré pas mal de stocks au Japon, qui les vendaient sur eBay, et pour 10 € tu pouvais te faire un full set d'une part, qui aujourd'hui, ben, en vaut au moins 10 fois plus, quoi. Enfin, du coup, c'est incroyable à l'époque. Du coup, à l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas de fric, mais j'ai réussi à me faire une collection de malades. Mais en même temps, du coup, je parle des cartes autres que Dragon Ball, parce qu'en fait, bah, du coup, petit à petit, il y a plein de gens qui se sont réintéressés aux cartes Dragon Ball, qui ont retrouvé dans leurs affaires d'enfants, chez leurs parents, dans le grenier, dans la cave, leurs cartes d'enfance, et du coup, qui se sont réintéressés aux cartes. Donc, du coup, ça fait que le stock de cartes disponibles petit à petit diminue. Enfin, après, c'est pour toutes les collections, c'est pareil. Puis après, Bob pourra parler de la folie du confinement, où plein de gens encore plus se sont réintéressés à Dragon Ball, bon après à d'autres choses, Pokémon, etc. Mais nous, Dragon Ball en tout cas. Et donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, les cartes Dragon Ball, que ce soit en France, au Japon, sont devenues vraiment difficiles à trouver et surtout hors de prix. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que
quand j'achète au Japon, en fait, j'ai tendance à dépenser plus cher que quand j'achète en France. C'est-à-dire que par exemple, je vois au Japon une carte que j'ai pas, 1000 yens, je dis ah 1000 yens, ça va, c'est que 1000 yens, j'achète. 1000 yens, c'est quoi? C'est 8,50 €. Alors qu'en France, oh 2 €, c'est cher, j'achète pas. Alors que limite c'est la même carte. C'est juste que la conversion yen euro, je sais pas, je sais pas si c'est toi, c'est pareil, Bob, mais moi j'ai tendance à me lâcher plus en yens et me dire ça va, c'est pas grand chose. Alors qu'en plus, quand on achète, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les sites de vente japonais refusent de vendre à l'étranger. Donc, du coup, il faut passer par des intermédiaires qui, eux, du coup, se prennent des frais sur ça. Donc, du coup, ça, à la limite, ça fait x2 le montant qu'on paye par rapport à un japonais. Mais, enfin, voilà. Et donc, du coup, moi, ça fait depuis 2012-2013 que je suis vraiment à fond sérieusement dans les collections de Cardass SD Gundam. J'ai eu une grosse période Sailor Moon, mais j'ai eu tout ce que je voulais, donc du coup maintenant je suis que SD Gundam. Et en fait, les Cardass SD Gundam, ça vaut beaucoup moins cher que des Cardass Dragon Ball, et donc du coup je m'éclate à me faire des collections complètes SD Gundam avec quand même de la difficulté parce qu'il y a des cartes qui sont quand même difficiles à trouver, etc. Mais par exemple, j'ai des cartes limitées à 500 exemplaires en SD Gundam. Que j'ai réussi à avoir à des montants où Dragon Ball, tu les as à 10 fois plus cher, quoi. Donc voilà, donc je m'éclate. Donc voilà, donc je m'éclate comme ça, et puis moi je m'y retrouve, quoi. Et puis voilà, ma collection Dragon Ball, j'estime un peu qu'elle est derrière moi parce que depuis 2012, j'ai pas fait vraiment de gros achats en Dragon Ball, quoi. Pour ma part, en fait, j'ai eu une grosse période où j'ai arrêté, c'est-à-dire entre 2002 et 2010, quand l'actualité Dragon Ball était vraiment, en fait, il y avait pas grand-chose. J'ai pas collectionné. Et c'est à partir de 2010 où j'ai recommencé, et j'ai eu de la chance, en fait, quand j'ai recommencé à collectionner, parce que le taux de change euro et yen était très bon. On était à pratiquement 1 pour 2, c'est-à-dire que on avait 1 euro était égal à 2000, non, 10 euros était égal à 2000 yens à peu près. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1,28. Donc 1 euro est égal à 128 yens, donc c'est pas énorme. Et donc j'ai pu me refaire ma collection vraiment comme ça en 2010. Donc entre 2010 et 2015, vraiment c'était vraiment l'apogée pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de budget. On va dire que je fais au coup de cœur. Moi aujourd'hui, ma collection Dragon Ball, j'ai du mal à la terminer puisque en fait les cartes qui me restent à avoir, c'est les cartes les plus rares. Donc c'est compliqué de récupérer. Moi je les récupère à la pièce. Je récupère plus de faux vraiment au set. Moi c'est plutôt à la pièce. Donc je fonctionne au coup de cœur. J'ai pas vraiment de budget. Voilà. Et sur ces cartes, tu peux nous donner un peu un ordre d'idée de si jamais tu les achètes, il faut dépenser combien pour les avoir aujourd'hui, ces cartes? Les PP de 3000, allez, vas-y. Plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros. Ouais. Bah, par exemple, ouais, la carte. Par exemple, le set de 2 cartes, le plus rare de toutes les cartes Dragon Ball, limité officiellement à 3000 exemplaires, mais en fait, on sait qu'il y en a plein qui n'ont pas été distribués, il y en a qui ont été perdus, etc. Donc, du coup, c'est un set de PP Card de l'éditeur Amada. Donc, c'est assez équivalent à la part de 20 parce qu'en plus, ils sont hyper malins chez Amada, leurs cartes hyper rares, leurs cartes limitées. Ils se sont dit, bah tiens, ici on les incluait dans la numérotation classique. Comme ça, c'est-à-dire que tu n'as jamais ta collection complète, quoi. Enfin, c'est génial. Celles-là, donc du coup, qui sont officiellement limitées à 3000 exemplaires, ce set de 2000 cartes aujourd'hui, c'est 15 000, 20 000 euros si tu les trouves, quoi. C'est un set de combien de cartes, t'as dit? J'ai pas entendu. Deux cartes. 2 cartes. Ah ouais, ok. Voilà, c'est 15 000, 20 000 euros, quoi. À l'époque, on a un pote, il y a un pote il y a 10 ans qui a réussi à les avoir. Je pense qu'il a dû les avoir vers 3 000 euros, je dirais, je pense. Non, et aujourd'hui, plus, tu penses? À l'époque, déjà? Il les a eu à 7 000 euros. 7 000, putain. Ah ouais. Bon, bah voilà, ça fait au moins x2. Mais vu la rareté, d'un côté, c'est normal, entre guillemets, quoi. En sachant qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure, il y a eu l'effet confinement aussi. En 2020. Non, mais voilà. Je pense que ça a été pareil pour énormément de collections, que ça soit les figurines, les cartes, n'importe quoi. On a eu effectivement des gens qui étaient chez eux, qui ont retrouvé des collections, qui se sont dit tiens, et si je remettais le nez dans mon grenier et qu'on commençait à ressortir des collections. Et il y a eu un engouement, il y a eu les influenceurs qui sont arrivés, je pense notamment avec Pokémon, avec Logan Paul, qui commence à collectionner des cartes Pokémon. Et ça a explosé. Et Dragon Ball, c'est pareil. On a eu aujourd'hui, on a
des cartes Super Card Game qui se vendent à des centaines d'exemplaires, enfin des centaines d'euros plutôt. Voilà, on va dire que l'effet confinement a eu effectivement il y a eu une augmentation des prix, une augmentation de la valeur des cartes, une augmentation de la demande. Et aujourd'hui, on voit que, enfin, n'importe quelle collection augmente, c'est une folie, quoi. Et j'ai une question par rapport aux fausses cartes, parce que je suis ça aussi de loin, puisque on est obligé un petit peu de se faire un peu les yeux là-dessus. Je sais que sur Pokémon, c'est l'inondation, ça circule dans tous les sens, les fausses cartes Pokémon. Niveau Dragon Ball, est-ce que c'est pareil, ou est-ce que quand même c'est Dragon c'est Ball, assez rare je pense qu'il faut distinguer deux types de cartes, enfin deux types de fausses. Enfin, il y a les fausses, il y a les non officielles. Qui ne sont pas fausses. Qui ne sont pas fausses. Alors les fausses, Ils sont effectivement, ça officiellement reprend. pas officielles, c'est ça? Comment? Elles sont officiellement pas officielles. C'est ça. C'est des vrais. On a effectivement des fausses, on peut appeler des fausses, c'est-à-dire c'est des cartes qui reprennent des visuels des cartes existantes, hein, par exemple les Super Battle, les Cardass. Et on a des non officielles, c'est des cartes avec leur propre maquette qui généralement ont été plutôt distribuées, en tout cas créées plutôt en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, pardon, aussi, à Taïwan, notamment les héros collections, les super héros, les héros collections. Les Adali, les super-héros, ce sont des cartes non officielles, c'est-à-dire c'est des cartes qui n'ont pas eu l'autorisation d'être créées, mais qui ont une, voilà. Je sais pas si on voit bien. Ça c'est une Adali, donc ça ressemble à une Cardass, sauf qu'en fait c'est un visuel qui n'existe pas en Cardass. Du coup, c'est un éditeur taïwanais qui s'appelle Bibi Toys, qui sortait pas mal de cartes à l'époque. Il a sorti cette collection Adali, donc Adali pour la petite histoire, comme c'est un éditeur comme à Taïwan en fait, il y a une grosse culture de baseball. Adali, c'est un terme lié au baseball du genre bon coup ou je sais pas quoi. Et du coup, ça c'est une Adali, ça ressemble à une Cardass, sauf que du coup c'est une carte qui n'existe pas en Cardass, le visuel n'existe pas en Cardass. Du coup, c'est une carte inédite. C'est une non officielle, mais d'un côté non officielle qui reprend une maquette officielle, donc c'est un peu entre les deux. Mais ensuite, je pense qu'ils ont eu des démêlés avec Bandai. Et les dos de cartes, c'est les mêmes? Le dos de la carte, c'est copié complet. Ouais, c'est copié complet. Je te montre. Hop. Ah oui. C'est copié. Alors hop, c'est copié complet. Sauf que là, il y a pas écrit Bandai en bas. Il y a tous les copyrights, alors qu'ils n'ont pas de copyright, parce que c'est pas officiel. Il y a juste écrit Made in Japan, alors que c'est pas Made in Japan. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. Et en fait, ils n'ont pas osé Bandai quand même. Voilà, mais je pense qu'ils ont eu des démêlés avec Bandai. C'est pour ça que juste après, en fait, leur collection, un moment, en fait, elle change de maquette et de numérotation et elle devient les super-héros. Et ça, c'est une maquette totalement officielle. Donc c'est la suite des Adali. Donc en gros, c'est la suite de l'histoire de Dragon Ball Z période Boo, où à un moment ça s'arrête à la rencontre avec Boo dans Adali, puis la suite c'est du coup les super héros. Donc c'est cette maquette. Moi c'est vraiment historiquement ma collection préférée. C'est-à-dire qu'en 2007 j'étais obsédé par cette collection et personne ne connaissait. J'avais créé un site aujourd'hui et puis petit à petit je me suis fait dépasser par tout le monde qui avait plus de moyens que moi pour acheter ces cartes. Mais en tout cas je me suis fait quand même une petite collection sympa. Et puis voilà, donc ça c'est les super-héros, donc ça c'est du non officiel, mais vraiment qualité top quali quoi. Aujourd'hui, pour parler des fausses cartes, je pense qu'on n'est pas sur de la contrefaçon, on est plutôt je pense en Dragon Ball, on est plutôt sur de la fan card. Ouais, ah oui, oh là là, quelle horreur. Contrefaçon, tu veux dire, il y en a pas beaucoup? Les contrefaçons, il n'y en a pas beaucoup qui circulent? Non. En fait, les contrefaçons Dragon Ball, ça date des années 90. C'est que ça, les fausses cartes. Il n'y a pas eu de fausses cartes de collection actuelle, ou peut-être qu'il y en a eu, mais bon, moi, limite jamais vu circuler. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, ça fait 5 ans qu'il y a plein de mecs qui s'amusent à créer de leur côté des cartes. C'est des fan cards, donc ça, il n'y a aucun souci, ils s'éclatent, etc. Sauf qu'il y en a qui créent des fan cartes, mais en reproduisant des vraies cartes. Et du coup, bien sûr, ils vont aller prendre les cartes les plus rares et créer des fausses versions, des versions fans, entre guillemets, des vraies cartes, sauf qu'ils vont vendre ça en précisant uniquement en minuscule dans la description de l'annonce eBay que c'est une fan card, quoi. Donc du coup, il y en a pas mal qui se sont fait arnaquer. Mais c'est une reproduction à l'identique de la carte originale? Non, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui mettent des. Non, mais par exemple, ils n'ont pas les moyens de production, donc ça peut pas être à l'identique. Voilà.
Comment? Ils ont pas les moyens de production, donc ça peut pas être à l'identique totalement. C'est Alors, juste visuellement, ça t'as- ressemble, quoi. t'as certains Asiatiques qui poussent le vice que la carte soit pratiquement la même. Ah ouais, Mais il y sur en a Steam. certains qui ont un peu plus, voilà, qui se disent, je vais quand même différencier mon set et par exemple, ils vont mettre un type de prisme différent, par exemple sur la carte. Ah oui, d'accord. Mhm. Donc, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas l'œil quand même Ouais. super exercé, qui ressort Ah. son carton du grenier, il peut tomber sur un lot de faux et il sait pas trop quoi. C'est Ouais, possible. mais c'est ça. c'est minime. C'est minime aujourd'hui D'accord. les fan cards quand même. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est qu'il y a des collectionneurs qui sont allés encore plus loin que la collection. C'est-à-dire que un endroit qu'on peut même pas enfin que moi j'arrive même pas à visualiser, c'est en gros ils se mettent à collectionner les fausses. C'est genre leur passion, c'est collectionner les fausses. Oui. Et donc du coup ils veulent avoir toutes les cartes qui existent en vrai. Ils veulent avoir tous les numéros en fausse, mais en plus toutes les versions, etc. Enfin, c'est chacun son truc. Écoute, moi, ça me dépasse un peu, mais c'est Ouais, comme de ça, toute quoi. façon, Ça tu sais, existe c'est propre partout. à toutes les collections. Ouais, c'est propre à toutes les collections. On en parlait l'autre fois, mais le jeu qui consiste à chercher quelque chose que tu n'as pas, Mhm. peu importe finalement que ça soit vrai ou faux, il y a un truc que t'as pas que t'aimerais bien avoir, quoi. Donc c'est Mhm. En fait, je pense que la collection, c'est pas la finalité, c'est le chemin pour y arriver, en fait, je pense. exactement, ouais, c'est ça. Ouais, C'est beau. Ah, c'est beau. c'est un Bah non, shonen. mais c'est ce qu'on disait l'autre fois. C'est après quand tu l'as, bah tu l'as, et puis zut, merde, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Mhm. Bah, tu fais autre chose. Ouais, Tu c'est ça. continues, tu fais une collection. Mais en fait, c'est ça. Quand t'as d'autres, comme Juju, tu dis, toi, t'as d'autres thèmes qui te tiennent à cœur, que ça a été Sailor Moon, SD Gundam ou autre, Mhm. tu peux aller vers autre chose. Quand tu es toujours sur le même thème, bah, tu vas chercher Ouais. à élargir un peu plus. Donc, soit Et tu vas ouais. sur d'autres cartes, soit tu vas sur de la figurine, de la pop, etc. Ouais. Des trucs, tu peux avoir des posters. Et du coup, à un moment donné, bah, tout ce qui passe à cet univers, tout ce qui passe entre les mains, bah, tu le prends, quoi. Bah ouais. Et par rapport aux vieilles cartes, moi j'ai une question, c'est que je suis que récemment là sur le JCC Dragon Ball, donc il y a des variantes de cartes, c'est-à-dire en gros il y en a qui sortent en mat, d'autres avec un aspect brillant, etc. Est-ce que sur les cartes d'époque, il y avait ces distinctions ou la carte elle sortait uniquement brillant et uniquement mat Non, il y avait aussi déjà ça. Alors, la règle de base, c'est que si tu trouves une carte d'époque dans une version différente que la version qui a, on va dire, la source officielle, c'est le site des BZ Collection, parce que dessus, ça recense toutes les cartes Dragon Ball. Si tu trouves une carte brillante qui n'est pas brillante sur des BZ Collection, ou une carte pas brillante qui est brillante sur des BZ Collection, c'est que c'est une fausse. Il n'y a pas, D'accord. il y a pas cette variante, sauf une exception, Bob, les spéciales Asia. Oui, oui, les Special Asa, effectivement, c'est une collection qui était, c'est quoi? C'est Corée du Sud? Non, c'est C'est Hong Kong des encore. cartes coréennes? Hong Kong. Hong Kong, pardon, qui effectivement, du coup, sont en version reg, alors que il y a des versions Prism qui sont en version japonaise. Non, en Ok. fait, c'est la seule exception. C'est une collection de cartes donc made in Hong Kong officielle par Bandai, mais du coup, je pense aussi faite pour la distribution à l'étranger. Où en fait, c'est une sorte de best-of des cartes Dragon Ball, c'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les prismes ou peut-être une sélection de prismes, mais en tout cas, ils ont pris beaucoup de prismes, enfin que des prismes en tout cas. Et sauf que bah du coup, comme ils pouvaient pas faire une collection que de prismes, bah du coup, il y a des prismes qui sont sortis en reg, en normal Ok. quoi. Et voilà, mais c'est juste l'exception Il y et a les sinon le PP reste. cards aussi. Il y a les PP cards, Ah en oui. fait, Ah, tu as deux types de prismes. Enfin, même deux, trois, quatre, ouais, voilà. ouais, ça En fait, c'est autre chose ça. les PP4 qui sont sortis par Ramada, donc c'est le concurrent historique de Bandai à l'époque. En fait, ils ont sorti des cartes et les cartes prismes pouvaient être en différents types de prismes. Alors t'avais l'effet soft, l'effet hard. Donc tu avais deux types de prismes et pour trois parts d'entre elles, tu avais l'effet soft, l'effet hard, l'effet ligne, l'effet pixel, l'effet bris de glace. Enfin voilà, il y avait Alors, énormément d'effets. eh oui, mais T'as pas en un termes de exemple à nous montrer collection, là? et en termes de collection, du coup, comment vous gérez ça? Moi, je Moi Bah, je gère m'en faut pas. les fiche. avoir toutes? Non, une fois que Moi je vous m'en fiche. l'avez, ouais, d'accord. Ok. C'est des Après, cartes qui sont Ça, très c'est chères exactement ce aujourd'hui, qu'il y a. très très chères. C'est bah ce qu'il y a aussi sur alors les collections. Il y a exactement la même chose sur les collections de sport, cartes de sport aux US, hein. C'est exactement le ouais. principe avec les parallèles, Mm. les prisms, les trucs comme ça. Ouais, C'est voilà, exactement c'est pareil. ça. Ouais.
Et pour l'anecdote, du coup, on a un pote, il lui manque juste une seule de ses prismes dans un effet prisme particulier, donc une PP card de Gohan avec un effet particulier. Et en fait, elle apparaît genre une fois tous les 6 mois sur Yahoo Japan. Donc c'est le eBay local. Et en fait, à chaque fois, elle part alors c'est juste une prisme à la con qui valait 20 yens à l'époque. Sauf qu'à chaque fois, elle part à 1500, 2000 euros minimum. Et donc, du coup, Ah à oui, chaque fois, bah, il peut d'accord. pas y aller, quoi. Ouais. C'est la dernière qui lui manque. Voilà. Ah, bah, ça, Et, quand il en manque une, en plus, c'est toujours fatidique. bah, C'est quand il en rageant. manque une, quand il en manque une, t'es prêt à mettre le montant, mais 1500, bof, quoi. Et c'est ça. et il y a un truc dont on n'a pas parlé, Bob, les pearls. Qu'est-ce que sont les pearls? Les perles ou semi-holo. Semi-holo. Oui, en fait, ouais, en fait, on a effectivement, donc toujours chez PP Card, toujours chez Amada, Toujours le même. on a des perles qui sont sorties en fait pour la part 19, la part 20 et la part 21, et la 22 aussi, je crois, la part 22. Il y a 3 ou 4 parts, et en fait, ce sont des cartes qui ont des sortes de petits, enfin, c'est des cartes règles, en fait, que tu as, en fait, à l'époque, les pool packs, enfin, les PP Cards étaient distribués en pool pack. C'était des sachets que tu tirais. Et en fait, dans un pool pack, donc tu avais 30 plus 3 plus 1, donc dans 34 cartes, dans un pool pack de 34 cartes, tu avais 3 pearls. Et en 3 fait, donc prismes. une pearl, comment? Il y a 3 prismes, non? Il y a Il y des avait pearls. 3 prismes, mais il y avait des pearls, il y avait 3 pearls. Et Ah, en je savais fait, pas ça. en fait, c'est l'équivalent, en fait, les règles, tu devais les avoir aussi en pearl. Ah, d'accord. Donc c'était super compliqué à réunir. C'est un très léger effet. C'est un très Mat? léger effet non, en fait, c'est juste une petite brillance, mais que quand tu l'as face à la lumière, tu sais, comme Ah ouais, d'accord. quand t'es en garde à vue, que t'as la lampe torche dans les yeux, faut que la carte, elle soit en garde à C'est vue une pour que tu vois l'effet comparaison. prisme, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est Il y a ça. il y a du vécu. Non, il y a pas de vécu malheureusement. Enfin, je sais pas si c'est malheureusement, mais et en fait, non, mais ça c'est une anecdote trop drôle. Hein, je la raconte, Bob. C'est en Vas-y. gros l'une des premières fois qu'on se voyait avec Bob. On allait faire une soirée chez lui. Et en fait, bah Bob, comme c'est le mec qui est toujours en voiture, etc. Bah c'est lui qui nous conduisait. Donc du coup, on est allé. Bah du coup, Bob allait nous chercher. Puis ensuite, non, je crois que c'était chez Erquin, chez un pote Will, la soirée. Et en fait, bah, du coup, j'étais dans la voiture de Bob et puis on avait pris nos classeurs parce que c'était l'une des premières IRL et on partageait nos collections, etc. Et puis du coup, je feuilletais le classeur de Bob, donc son classeur PP Card, et je regarde, ses PP partent 21 ou je sais plus, ou 22, je sais plus, et je regarde ces cartes, je dis mais Bob, mais t'as un full Pearl? Il me fait quoi? Et du coup, je dis, mais si, regarde tes cartes, elles brillent un peu. Il me fait, ah ouais, et tout. Et donc, du coup, il venait de découvrir qu'il avait un full set Pearl. Voilà. D'accord. Non, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, quand j'ai commencé à collectionner, je collectionnais en fait du faux, du français, du japonais, tout ensemble. Ouais. Et c'est vrai que c'est avec la rencontre de Juju et d'autres collectionneurs que là, j'ai Oui, mais vraiment ouais, séparé c'est mes comme toutes parts, les collections, séparé il y a mes une culture qu'il faut se faire en fait. Quand tu démarres, tu ramasses Ouais. tout et puis après tu dis attends, si je comprends bien, ça va plutôt là, ça C'est c'est ça. machin. Ouais, il faut du temps. C'est vrai que C'est et ça. sur Dragon Ball, c'est ça. Enfin, vu de dehors, vu de l'extérieur, c'est vrai que quand tu tombes sur un lot de cartes. D'ailleurs, j'ai un petit jeu à vous faire après parce que je suis tombé sur un lot de cartes, je sais pas ce que c'est. Donc quand tu tombes sur un lot de cartes, tu sais pas où tu vas quoi. Donc ça demande une vraie culture très différente de même si Et tu on es en fan de apprend Dragon. tous les jours, hein. Donc Ah oui, oui, encore, non, on c'est Ah ouais. apprend, hein, Ah, mais ça, moi, j'adore, moi, mener mon enquête sur les sites japonais à l'aide de Google Traduction et de découvrir tous les jours des nouveaux trucs. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et même, en fait, bah, du coup, j'ai mon blog et Bob écrit aussi sur mon blog. Et en fait, à chaque fois qu'on est sur un article, bah, du coup, on va faire des recherches, etc. Et puis, du coup, on va rechercher un truc en particulier sur le web japonais. Et puis là, on découvre des trucs, on fait ah ouais et tout. Enfin, on n'a jamais fini d'apprendre parce que d'un côté, c'est pas, c'est quelque chose qui date d'avant Internet et ça n'a pas du tout été c'est pas documenté à l'époque, documenté. Ouais, ouais. etc. Et donc, du coup, en fait, Bob et moi, je peux le dire. Clairement, en fait, on fait partie des personnes qui ont fait découvrir le plus de trucs sur les cartes à la communauté, quoi. Des choses que sans nous, personne n'aurait connues parce qu'on s'est amusé à faire des recherches et tout, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que j'imagine quelqu'un qui rentre dans cet univers aujourd'hui, c'est un peu galère, quoi. Après, heureusement C'est qu'il y a des vaste. sites comme DBZ Collection qui recensent toutes les cartes, etc. Ça permet de s'y retrouver.
mais c'est pas hyper facile. Après, nous, on a grandi dedans, donc du coup, c'est vrai que nous, c'était beaucoup plus simple quand on a repris la collection, mais quelqu'un qui connaît ni Neve ni Adam cette collection, ça doit pas être facile, quoi. Il y a Coleca aussi, hein, sinon. Et Coleca aussi, bien sûr. Coleca, bien sûr. Ceci bien sûr, était une absolument. page de publicité. Xavier, tu veux montrer justement tes Allez, codes moi pour je veux voir, bien. On va Allez, faire une petit jeu. interrogation Regardez, ça écrite. fait un Donc, petit chrono- alors, chrono donc ça, avant on en a Alors, parlé moi, je suis tout à sur l'heure. téléphone, donc il faudrait être individuel Voilà. avec moi. D'accord. Donc ça, on Bon, en bah, a ça, parlé je tout à l'heure. sais. Donc ça, La du carte du préf de coup. Bob. Ah, ça c'est Panini part 5. Ok, Non, mais ça, Panini part 5. c'est ma jeunesse, ça. C'est moche, je déteste. C'est vrai, c'est ta carte préférée? Qu'est-ce que Non, c'est c'est pas ça? ma carte. Ça, Alors, c'est bah, Visual vas-y. Adventure. Ouais, mais attends, c'est une visuelle aventure HK. Made in HK. Oui. Oui, alors cette carte-là, en fait, c'est cette collection, je pense elle fait consensus chez les collectionneurs. Ça fait partie des collections Non, préférées. moi je suis pas hyper fan, moi. Je suis celui qui est pas fan de la maquette parce que la couleur Ouais. marbre vert foncé, je suis pas fan. En fait, la particularité du Visual Adventure, c'est que ça reprend en fait des illustrations de Toriyama. Donc forcément, D'accord. les gens adorent, quoi. 95. Voilà. Très bien. C'est ça. Qu'est-ce que cela? Bah, ça Bob. Oula. Trading Card Part 2. Donc Trading Card Ouais. Part 2, donc c'est les Panini fameuses 2, ouais. argentées. C'est la même série que la verte qu'on a vue tout à l'heure, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Oui, la verte, c'est la Ok. part 5. Ok. Et dans ton classeur, Bob, tu l'as du coup. Ouais. Donc ça. Ah, alors ça, c'est des cartes CFR. Ouais, FR Part 16. Exactement. par Part 16. 16. Alors là, mais Part alors là. 16. Alors en C'est fait, la première pour la série petite française anecdote, en français. ils ont fait une bêtise, si tu veux, à l'époque quand ils ont sorti les cartes en France. C'est la première part de Cardass qui sort en France, celle-ci. Et en fait, ils l'ont appelé Cardass Part 1 et ils ont continué avec les Power Level Part 2, alors que c'est pas la même collection. D'accord. Voilà. Voilà. Donc Alors, c'est la c'était la Cardass 16 Part 1, mais c'est en Cardass Part français. 16 déjà. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Frieza. Vas-y Bob. Juju, vas-y. Bah, c'est une JCC. JCC, alors FR. Part, j'en sais rien, ouais, FR parce que c'est écrit en français et voilà, moi je suis pas du tout fan, hein, ça c'est. Ça c'est repris d'une part Feeling Sheet d'ailleurs. C'est des parts en fait voilà. qui étaient distribuées en grande feuille et on pouvait décoller les cartes directement dessus. C'était pas distribué Japon. en booster. Au Ah, Japon, c'était ça. pas distribué en Ouais. booster. Cette part-là au Japon, non. En France, c'est en si. booster, mais pas au Japon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes game au Japon sont beaucoup plus jolies parce que l'effet prisme est beaucoup plus joli, alors qu'en français, il est quasi invisible, quoi. D'accord. Alors, je continue. Ça, je sais pas du tout non plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, moi je peux te dire, en fait, ce sont des Vas-y. à l'époque vers 2014-2015, en fait, il y a eu pas mal de faux Lego qui sont sortis du coup en Chine. Et en Ouais. fait, à l'époque, quand tu achetais ton set de faux Lego sur AliExpress, ils te mettaient les cartes en fait, des cartes qui correspondent au personnage. Donc du coup, c'est pas du tout officiel. D'accord. Voilà, Alors, je ça sais pas pourquoi s'appelle ils ont fait ça. d'autres cartes, c'est ça, Dragon Ball Z Minifigures. Ok, donc ça, c'est Ouais, la carte qui accompagne le faux Lego c'est Dragon ça, ouais. Ball. C'est la carte Ok. officielle des Lego non officiels. Exactement, ça. d'accord. Très bien. Alors, bon, bah, ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça, on en a parlé un petit moment. Ouais, bah ça, Il n'y a pas trop de Cardass, le grand mystère. combat. Le grand combat. D'ailleurs, aujourd'hui, les Power Level Super Battle sont vraiment très très prisés par les collectionneurs en ce moment. C'est les prix s'envolent. Les prix D'accord. s'envolent, c'est Ouais, j'ai vu ça, ouais. c'est la nostalgie, quoi. Les Cardass, ça va encore, mais vas-y, Ah, Bob. ça, c'est les fighting cards. C'est des cartes françaises où, en fait, à l'arrière, c'était un peu comme l'équivalent des PP cards. Voilà, c'est ça. Tu avais un système où tu grattais la carte et tu avais un système de puissance. Voilà. Donc là, on est sur de la carte de collection et aussi sur de la carte de jeu, là. D'accord. Donc, c'est qui a dit Panini. ça? Des, Panini encore. des fighting cards. Fighting Ouais. card Panini. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est ingénieux quand même le truc de gratter au dos. Ah, ça, c'est des anthologies. C'est aussi de la française. C'est sorti Panini encore. également en italien, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça s'appelait Anthologie en italien. Et donc là, c'est pas la dernière collection Panini sortie en 2000. C'est la dernière collection de Panini sortie avant la fin des années 2000, ouais. Et Power Enfin, Force qui fin était des inscrit années 90. derrière, ça vous parle donc, c'est ça? C'est Comment? Power Force?
C'est ce que j'ai derrière moi, Power Force. Ouais, c'est Ouais, ça, ça, c'est des ça, anthologies, ça s'appelle anthologie. c'est pas le nom de la collecte s'appelle Dragon Ball Anthology, quoi. Anthologie. Comme, Ouais, mais ça, c'est comme, facile. comme le donc, dit. C'est pas celle-là les plus belles GT, parce que comme c'est du GT, c'est pas ça. Ah non, qui est ça plus c'est une anthologique. immondice, non, ça non, c'est ça, c'est pas très, dégueulasse. très beau, oui. Je voulais Je vérifier que confirme, être sûr que en l'ayant que dans j'avais les du mains, c'est goût. pas quoi. très beau. Donc là, on est sur pareil, hein, comme tout à l'heure, c'est ça? Ouais, ça c'est Panini encore. Ah, Panini encore. trading part 5. Ok. Non, part Et 4, pardon. 4. Part 4. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? Ce genre de choses? Hop là. Bah, ça c'est les GT Panini, tout simple. GT Panini, tout simplement. Bon, bah bravo, vous avez brillamment répondu. J'ai même pas le piège ici, peut-être là. Non, Est-ce que Xavier, tu avais les bonnes réponses toi, de ton côté? Tu les connaissais, les bonnes réponses? Quelques-unes, il y en avait quelques-unes, mais après, non. Et aussi, j'ai une carte obscure, je ne sais pas ce que c'est. Anthologie. Anthologie aussi. Et ben, bravo. Ouais. Donc, c'est vraiment un métier, je vous félicite. Vous avez passé le test. Bravo. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure du coup des Cardass GT Part 28 où il y avait une série de cartes qui montrait l'évolution de Goku. Donc je vais vous montrer En fait, il y a une prisme qui Je les fait ai partie de trouvées, cette ouais. série. Donc du coup, ça pour montrer en fait la magnificence des cartes GT. Donc ça, c'est la prisme. Du coup, Dragon Ball GT Cardass Part 28. Donc du coup, qui montre un peu. Elle s'appelle Goku Spécial. Donc la série s'appelle Goku Spécial. Elle est La magnifique. 93. La 93. Et en fait, derrière, du coup, il y a un dos classique Cardass GT, sauf que, hop, là, je peux voir. Ah, ici, on voit, il y a un petit truc qui dit décoller la carte. Et quand on D'accord. décolle la carte, du coup, on a ça qui s'affiche à la place du dos. Ah. Le Super Saiyan 3. Voilà. Super Saiyan 3, et voilà, ça c'est. Et qui les enlève, magnifique, quoi. l'opercule à l'arrière, là? Qui le fait, ça, vraiment? Bah, Alors moi, à l'époque, on je le le fais faisait quand je les ai tous, en mais double. aujourd'hui, on veut plus le faire parce Et que c'est ça, si tu la récupères et que t'enlèves, c'est dommage, quand même, là. Bah, ça c'est dépend, pour- je les achète en 2 exemplaires. C'est voilà. ce Ah que ouais, j'allais dire. d'accord. Moi, si je devais le Ouais. faire, genre, je serais en 2 exemplaires. Une partie où je l'enlève. Tu les achètes en décollé, non décollé. Oui, enfin, si on parle d'une carte à 1000 balles, tu l'achètes 2 fois, bah ouais, tu manges vraiment des pâtes, quoi. Ou sinon, t'as ce genre de carte. carte aussi qui est très beau en GT, par exemple. Attendez, je vais enlever la sleeve parce que, Ah ouais, parce avec, que moi, je le protège Gold mes cartes aussi. Du coup, je mets des sleeves dessus pour éviter les abîmer. Mais on a ce genre de carte, par exemple, avec un effet doré. Voilà, en Voilà, GT, ça, c'est par une exemple. version française. C'est C'est Goten magnifique, et ça. Goten et Goten et Gohan. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, dans la Goku spéciale, il y a une autre qui est une carte unique qui est sortie part 29, donc la part suivante. Et celle-là, c'est la Gold, la Goku spéciale. Ah, avec Et le voilà, fameux quoi, torse. c'est Les ouais, fameuses le Gold. torse pas velu, voilà. Et D'accord. celle-là, elle est Gold, et elle est incroyable, quoi. Elle est C'est la magnifique. première Gold, non, c'est la deuxième Gold Cardass, parce que c'est la part 29, et qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Non, on dirait un peu les fameuses fanmade, justement, qui tournent beaucoup là sur eBay et autres, où les gens, justement, les font sur des fonds métal. Ils font des cartes en métal avec, justement, cet effet or. Ah ouais, ça, c'est Ça fait un vraiment autre penser niveau, à ça. ça. Non, bah, oui, c'est Et, pas non, mais il y a les versions. Et au niveau de la conservation de vos collections, est-ce que vous êtes... parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont des très belles cartes, par exemple, qui les font encadrer ou quoi. Est-ce que vous conservez tout en classeur, en Classeur, moi. boîte, Tout en classeur, classeur? moi. Non, classeur. Ouais. Alors moi, tout en classeur, en fait. En fait, en Dragon Ball, il y a deux types de formats. Il y a le format Cardass Ouais. et il y a le format Trading Card. Moi, le format Cardass, je le mets qu'on appelle des Cardass Station. Les Cardass Station, en fait, ce sont des classeurs d'époque qui sortaient, où en fait les cartes en fait sont comme ça, sont en fait par 6. Voilà. Et donc moi je range mes cartes Cardass uniquement en Cardass Station. Et la particularité des Cardass Station, c'est qu'en fait ils sont infinis. Tu peux mettre autant de feuilles que tu veux, tu peux en mettre 500 000, il fermera toujours. C'est un classeur à anneaux? Non, c'est pas un classeur à anneaux, c'est un classeur, c'est un je sais pas si tu vois système bien là, mais regarde, là tu as des sortes de vis ici. Ah, d'accord, ok. Tu as des vis, Avec en des fait, tu as vis, des extensions pour les vis. Et par exemple, moi, du coup, là, j'ai à côté de moi mes Cardass Station SD Gundam. Et du coup, là, on peut voir qu'il y a 2 épaisseurs Ah ouais. différentes. D'accord. Ah oui, Juste d'accord. parce qu'il y en a un où j'ai mis moins de feuilles et un où j'ai mis plus de feuilles, en fait. Et c'est incroyable. Mais après, moi, à la base, j'avais du mal avec ces classeurs parce que, en fait, comme c'est des objets de collection, et en fait, tu te dis, ok, je range mes cartes dans des objets de collection. Et donc, du coup, c'est-à-dire que l'objet de collection, c'est le classeur qui est censé protéger les cartes, donc du coup, il peut s'abîmer. Enfin, tu vois, j'avais un peu de mal avec ça. Puis finalement, je me suis totalement débloqué. Et moi, toutes mes Cardass SD Gundam sont dans des Cardass Ah, Station.
D'accord. Mais c'est des objectifs et de toute façon, après, tu peux pas non plus tout mettre sur cellophane toute la vie, quoi. Tu vois, c'est Ouais, voilà. Après, Et même toutes mes- Sailor Moon aussi. Sailor D'accord. Moon, là, il y a un nombre de feuilles. Parce que moi, Et du coup, toutes ça mes m'amène cartes d'autres questions. trading, moi, elles sont rangées dans des classeurs, un peu customisés. J'ai un ami qui fait des classeurs et du coup, je range mes cartes dedans. Et par contre, moi, toutes mes cartes sont slivées, donc mes trading sont slivés dans des sleeve trading et toutes mes cartes Dragon Ball, donc format Cardass, sont slivées dans des sleeves format Cardass. Donc, tu mets les C'est sleeves très dans le fragile. classeur? C'est ça? Tu Ouais. mets les sleeves dans le classeur? Je mets la carte slivée dans le classeur. Ok. Voilà. Moi, du coup, ça m'amène Voilà. à deux questions. Est-ce que déjà vous faites, est-ce que c'est encore possible d'ailleurs, parce que c'est des collections qui sont plus si récentes, d'avoir du scellé et d'avoir des collectionneurs de scellés? Oui. Est-ce que vous en avez aussi? Alors, en fait, les collectionneurs de scellés en Cardass, eux, ce qu'ils vont faire, c'est collectionner du coup les white box scellés. Donc les white box, en fait, c'était les boîtes blanches, comme leur nom, comme leur nom l'indique, en fait, que les vendeurs de cartes au Japon à l'époque recevaient ces boîtes-là et en fait, ils les ouvraient et ils les mettaient dans les distributeurs, les cartes. Et du coup, les white box, hop, Bob ramène les siennes. Ah non, il a pas, c'est pas les white box qui montent. Alors moi, j'ai une white box là, par exemple. Du coup, ça c'est une white box. Celle-là, elle est pas scellée, elle est ouverte, elle est vide. Mais du D'accord. coup, les cartes étaient distribuées dans ça et en fait, les collectionneurs de Dragon Ball, Cardass, Dragon Ball scellés, bah du coup, eux, c'est ça qu'ils vont collectionner. Ok. Parce qu'il y a un autre qu'on peut collectionner scellé en carte Dragon Ball. Enfin, à part certains boosters, mais c'est les boosters français, mais en japonais, en tout cas, c'est Mais en tant les que white box. collection, bah, j'ai toujours une interrogation par rapport à ces produits. Qu'est-ce qu'on en attend en fait? Parce que c'est quand même triste de pas les ouvrir. Est-ce que c'est juste un objectif de revente ou est-ce que c'est vraiment j'ai envie de collectionner ces boîtes pleines? C'est quoi Ça le dépend. c'est quoi le délire? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a un pote qui a une grosse collection de white box scellés. C'est que juste que lui, en fait, il est allé au bout de tout ce qu'il voulait faire et donc du coup, c'était la suite logique. Ouais, Après, il y en a d'accord. d'autres qui, je pense, c'est pour les revendre clairement, quoi. D'accord. Ouais, moi j'ai ça en scellé. Alors moi c'est des box. C'est les dernières cartes qui sont sorties, c'est les rééditions. Voilà, donc ça c'est scellé moi. Pour l'instant je compte pas les ouvrir parce qu'en fait c'est des cartes que j'ai déjà en fait, c'est-à-dire que je les ai déjà en version originale. Et ça c'est les rééditions. Je compte pas les ouvrir tout de suite. Je pense que je les ouvrirai dans quelques années, peut-être dans quelques années avec mes enfants. Ne les ouvre pas, hein, ça se tourne comme ça. Ouais, j'attendrai encore quelques années avant de les ouvrir si je les ouvre. Mais pour l'instant ça Pour reste scellé. l'anniversaire de. Voilà. Comment? Mais je disais sinon pour l'anniversaire d'une dizaine de la saga, pour les 100 ans de Ouais, la comme saga, un bon vin, plusieurs toutes dizaines les d'années. bouteilles de vin, bah là j'ouvrirai une box, tu vois. Bah Par ouais, exemple. bah ouais, Bob, Par exemple. pour les 102 ans des Cardass. Enfin, ouais, non, pour les 100 ans des Cardass, quand tu auras 102 ans, tu pourras Ouais, les voilà. ouvrir. Ah ouais. Non mais voilà, c'est vrai que Mais- voilà, il y a quelques objets comme ça aujourd'hui. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, le scellé c'est de plus en plus compliqué parce que généralement, ce que les gens recherchent dans le scellé, c'est des collections, on va dire old gen. Et aujourd'hui, trouver du old gen en scellé, c'est très compliqué, très très compliqué. Et si tu en trouves, ça part à des prix astronomiques malheureusement. Ouais, ça, Ok. c'est classique sur toutes les collections qui ont un historique. Ouais. Et par rapport du coup aux dernières collections, donc DBS en l'occurrence, donc tout ce qui est autour de DBS du moins, est-ce que vous penchez dessus, vous regardez, vous renseignez, vous donnez des informations dessus ou pas du tout, ça n'a pas du tout votre intérêt? Moi, je suis old school à fond, quoi. Moi, pour ma part, je suis un peu plus nuancé que Juju. Moi, je regarde. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, la collection phare, on va dire en France, qui sort assez régulièrement, c'est les Super Card Games. Moi, j'ai fait les Super Card Games, j'ai fait les 2 premières parts. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était plus destiné aux joueurs qu'aux collectionneurs, notamment quand on a différents types de prismes. C'est compliqué à collectionner, à tout collectionner. Du coup, j'ai arrêté parce que ça me revenait trop cher en fait. Les collections me revenaient trop cher. Et en fait, je me concentre vraiment sur le old gen. Après, il y a quelques collections. Par exemple, là, on a Panini qui a sorti une nouvelle collection de cartes. Qui fait à la fois Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Je pense que je vais me laisser tenter. Je vais me laisser tenter pour voir ce que ça vaut. En collection, pas en jeu là. Ouais, c'est sorti il y a une semaine, je crois. Une D'accord. semaine et demie. De toute façon, Panini ne fait que de la collection, ils font pas de jeu du tout.
Ils font je dis pas de bêtises. Si, ils font ça. Il Ouais, faut voilà, gratter. ils font les greeting cards. Effectivement. Parce que je sais que Dragon Ball aussi vient de lancer leur collection un petit peu annexe. Ils ont relancé les Pogs de Dragon Ball, j'ai vu passer récemment. Ah oui. Ouais. Oui, Dans les que j'ai d'ailleurs. Voilà, j'avais bien eu raison d'en parler. Qu'est-ce que Bob n'a pas? Les Super Car Games. Mais, et du coup, Super est-ce que Card vous avez- Game, aujourd'hui, ça fait 4000 cartes. Je suis en train de regarder, il y a à peu près 4000 cartes qui sont sorties. Ça fait envie. Et vous avez une idée du coup un peu de la valeur autre que sentimentale de votre collection? Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas du tout, vous regardez pas du tout, vous êtes plutôt sur ce qui vous manque et ce que vous avez déjà, ou vous avez une idée un peu de ce que ça représente en budget dépensé et en budget valeur actuelle? Vas-y, Bob, commence. Moi, je me suis amusé à le faire il y a 1 an, un petit peu avant le confinement. J'étais aux alentours de 50 000 €. Avec combien de valeur actuelle ou de valeur cartes De dépensée? valeur. Comment? De valeur de carte, je dois être aux alentours de 50 000 €. De ce que ça vaut actuellement. Et en volume que de ça vaut cartes, ça actuellement. représente c'est dilué autour de combien de cartes en gros? C'est dilué autour de 30, je suis à 32, 33 000 cartes à peu près. D'accord. Oui, À en peu volume aussi. Ouais. Donc il y a des cartes qui valent pratiquement rien. Ouais. Et il y a des cartes qui valent plusieurs milliers d'euros. D'accord. Voilà. En sachant que j'ai pas que du Dragon Ball. Comme je disais au début, moi je fais aussi Dragon Quest. Là, il y a des cartes Dragon Quest qui sont sorties récemment au Japon. Il y a Yu Yu Hakusho que je fais depuis un moment donné, enfin depuis un moment aussi depuis 2010. Donc ça je le compte pas, mais c'est quelques milliers d'euros ça aussi. D'accord. Voilà. Et pour moi, en fait, moi, j'en ai absolument aucune idée. On va dire que par exemple, j'ai des cartes que à l'époque j'avais acheté un peu moins de 10 € et la carte et aujourd'hui les gens les revendent à 100 € la carte. Donc du coup, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal d'évolution de valeur. Mais après, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En plus, je pense que c'est difficilement quantifiable. Pour les cartes Dragon Ball, ça pourrait se quantifier. Mais en tout cas, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros de ma collection, c'est du SD Gundam. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas dire que je suis le seul collectionneur en France, mais je pense que des collectionneurs en France, j'en connais moins de 10. Et je suis le plus gros collectionneur en France en SD Gundam. Et le truc, c'est qu'en fait, je mets des montants sur des cartes que jamais personne en dehors du Japon pourrait mettre en fait. Donc du coup, c'est-à-dire que si mes cartes SD Gundam, un jour, je veux les revendre, faudra que je les revende au Japon, ce qui est pas facile. Donc, du coup, je suis un peu bloqué sur ça. Donc, du coup, ça fait que, dommage, j'ai une collection, je vais devoir garder éternellement. Bah, voilà. C'est ça, quoi. Ouais, mais t'es Dommage pas pour t'es pas forcément dans un objectif de revente quand tu fais une série Non. comme ça, quoi. Donc, Ah non, ça c'est vraiment voilà. le pur kiff. Le pur kiff après le Dragon Ball. Ouais, après Dragon Ball, ouais, je sais que j'ai des trucs. Après, moi, je suis vraiment loin de Bob. Surtout que ça fait presque 10 ans que j'ai pas vraiment agrandi ma collection. Mais je pense que rien qu'avec ce que j'ai, ça a quand même une bonne valeur aujourd'hui, quoi, parce que ça a pris beaucoup de valeur, quoi. Et c'est une question d'ailleurs que par rapport à vos entourages et les gens que vous côtoyez qui collectionnent aussi, est-ce que c'est la proportion de gens qui sont dans une démarche de passionnés vraiment comme vous l'êtes aujourd'hui à conserver vos cartes en tant vraiment collectionneur, et ceux qui sont vraiment dans une démarche de revente, est-ce que y en a beaucoup ou pas? Nous, tous nos potes sont vraiment des vrais collectionneurs passionnés, donc ça, c'est vachement cool. D'accord. Après, les autres, j'en sais rien. Ouais, d'accord. On va dire que c'est vrai que nous, les personnes qui nous entourent, c'est des gens qui collectionnent comme nous, qui sont pas forcément dans la revente. Après, oui, des gens dans la revente sur les différents groupes Facebook ou même Twitter ou voilà, on en voit, il y en De a. toute façon, j'imagine que vous êtes aussi fatalement impliqué un petit peu dans la revente, ne serait-ce que quand vous avez des doubles ou quoi, j'imagine que vous revendez ou vous échangez, vous faites comment vous? Moi, je peux te dire que les doubles SD Gundam, je trouve pas acheteur, hein. Pourtant, j'en ai 1500 des cartes en double, hein, mais je trouve pas acheteur. Moi, j'accumule mes doubles pour l'instant, j'en fais rien, je les D'accord. garde dans un coin. Ok. Voilà, donc moi aujourd'hui j'achète plutôt au full set, j'achète plutôt des box quand ça sort. Et aujourd'hui, comme je disais, moi ma collection c'est un peu compliqué à terminer, donc je récupère carte par carte. Donc les peu de doubles que je peux avoir quand j'achète des lots, pour l'instant je les garde.
Je les donne à Juju, par exemple. Je sais que j'ai pas mal de cartes, par exemple, quand j'ai en double, moi, j'hésite pas à les donner. Je préfère les donner plutôt. Donc, Juju, Ouais, par ouais, ouais. exemple, Mm. j'ai Les- j'ai un les- petit lot de cartes là que j'ai eu il y a pas longtemps. Voilà, Ah, des petites cartes, ah oui, putain, ça tu me les as montré, ouais. C'est des cool ça. petites cartes comme ça. Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est Juju, Ultraman, je j'ai dit crois. tu les veux. Je lui dis vas-y, je te les donne. Donc moi, je suis plus dans Ouais. une démarche de don plutôt. de Ouais, C'est partage. bien. ce qu'il faut savoir, c'est que 3 quarts de ma collection, ça vient de Bob. Merci Bob. T'as pas oublié une carte quand t'étais en CE1 sur une chaise, des fois? Non? C'est pas toi? C'est possible, ta carte fidèle. Et quand on parle de cartes, moi je collectionne un peu aussi les cartes, mais il y a quelque chose qui vient de plus en plus, je dirais dans les, je vais pas dire c'est pas vraiment tendance, mais qui devient de plus en plus, c'est dans les protections et aussi dans les grading, dans le fait de grader ces cartes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse? Est-ce que sur Dragon Ball, il y a un marché, il y a quelque chose? Alors, moi, je me suis posé la question à un moment donné. C'est vrai que depuis le confinement, alors ça existait avant, mais ça a explosé depuis le confinement. C'est vrai qu'on voit énormément de sociétés de grading. On voit PCA, PSA, Beckett qui font effectivement du grading et avec pas mal de gens qui envoient leurs cartes. C'est très vrai sur Pokémon, c'est très vrai sur les cartes de sport. baseball, les cartes de basket. Euh, mais on va dire que Dragon Ball, pour l'instant, échappe à ça. Je serais tenté de dire que si ça arrive sur Dragon Ball, je pense que c'est la mort de la collection. C'est Pour la moi, fin à de la mon fin. sens, Ouais. Mm. ça va être très compliqué. Tout Pourquoi tu dis simplement ça? parce. Ouais. Comment? Pourquoi? Non, vas-y, explique. Alors pourquoi? Parce que le problème c'est que les cartes que tu pouvais avoir pas trop chères, qui étaient très rares, tu les auras plus aujourd'hui. D'accord. Si tu les fais grader, tu les auras plus. Et il y a un autre souci sur le grading en fait, notamment sur certaines collections. Par exemple les Super Battle, les cartes qui se décollent. En fait, on a un système de pile et unpile, c'est-à-dire décollé, non décollé. Aujourd'hui, quand tu envoies par exemple une carte comme ça gradée, j'ai déjà vu le cas. En fait, ils gradent la carte, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils gradent parce que par exemple, ils peuvent recoller un dessus sur une carte de dessous sans que ça se voit. Et en fait, tu grades une carte. Donc en fait, la personne, si tu revends ta carte, tu peux être un escroc et tu peux revendre une carte recollée parfaitement et qui ne correspond pas à la carte en fait. D'accord. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Après, je serais tenté de dire que le marché du grading, ça comprend plutôt, c'est plutôt pour le marché américain. C'est-à-dire que Pokémon, il y a aussi des cartes qui sont sorties aux États-Unis, les cartes de basket, etc. C'est plutôt pour le marché américain. Et c'est vrai que les Américains sont pas trop pour l'instant, on va dire, intéressés par les cartes Dragon Ball, à part les Super Card Games. Il y a des Super Card Games effectivement américaines qui sont sortis. On voit du grading dessus d'ailleurs sur certaines d'entre elles. Mais sur les collections old school, pour l'instant, on est assez épargné pour le moment. Est-ce que le marché américain à l'époque, il était arrosé ou pas? À l'époque des Cardass et tout. Alors, il y a eu quelques cartes, les hongkongaises, etc. Mais en fait très peu parce que Dragon Ball, c'est un délire américain de toute façon. Donc, c'est un délire américain et Dragon Ball, c'est arrivé très tard aux États-Unis, quoi. C'est arrivé en 2000 ou en 2001 à la télé américaine. Donc du coup, c'est sûr que eux, ils ont pas profité de ça. Après, pour revenir sur le grading, donc déjà, c'est vrai que comme disait Bob, ce sera la fin de la collection, tout simplement parce que si tu mets vraiment une valeur officielle sur un type de carte, ça veut dire que du coup tu vas attirer plein de gens qui seront là que pour l'argent, pour faire monter les prix, etc. Donc ça déjà enfin moi c'est pas mon esprit de la collection, c'est pas l'esprit de la collection de Bob et c'est pas l'esprit de la collection de la petite communauté qu'on est. Et en plus le truc de grading, en fait généralement les gens qui font grader, ce qu'ils aiment faire, c'est ils ouvrent leur booster et ils font grader la carte direct. Sauf que pour les cartes d'occasion, c'est quand même un peu plus compliqué. Enfin, donc du coup, je pense que normalement, on devrait y échapper. En fait, les intérêts qu'ils ont les Américains dessus, parce que moi je suis pas mal dans le foot surtout, à côté en carte, et on les voit arriver sur le foot parce que le marché s'ouvre aux États-Unis, et du coup déjà ils viennent sur des stickers par exemple Panini qui venaient pas du tout avant parce qu'ils avaient que des cartes. En fait, ils ont 3 intérêts. Le premier intérêt effectivement est financier parce que ça met une valeur sur la carte. Le deuxième, c'est d'avoir la population parce que du coup ils arrivent à tracer combien il y a de cartes qui sont gradées, etc. Et le troisième qu'ils vendent, qui est un complètement faux argument mais qu'ils aiment bien vendre, c'est la protection.
Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses sur le marché qui peuvent bien mieux protéger et à un coût bien moindre les cartes que c'est un faux argument, Ouais. mais qui, mine de rien, là-bas marche énormément. Ouais. Mais le problème du grading aussi, c'est comment tu ranges ta carte en fait. Après, dans Pas le en classique, classeur. c'est un peu Alors, compliqué. c'est ça. Faut condamner un C'est mur. compliqué. Ouais. Bon, tu peux l'accrocher au mur, hein, mais tu peux te faire un tableau avec tes cartes gradées, mais je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, ça a plus un aspect financier qu'autre chose. Oui, c'est pour la revente, de toute façon. C'est ça. Principalement, je pense. Vous nous avez parlé aussi de vos premiers achats, de tout ce qui s'est passé au début de votre collection. Quel a été, donc enfin peut-être remonter un petit peu plus loin, mais quel a été votre dernier achat dans votre collection? En cours d'arrivage ou Les deux? Quelque chose qui peut être qui est déjà arrivé, qui est déjà quelque chose qui a été commandé, ou quelque chose qui est déjà entre vos mains? alors, mais en cours d'arrivage, je vais pas le dire parce que ça a spoilé la prochaine vidéo avec Bob. Ok. Et Bob, j'aime bien lui faire des petites surprises. Sinon, je sais pas moi, qu'est-ce que j'avais eu dans mon dernier colis? Sûrement du cartes et Gundam, sûrement. L'horloge? Ah oui, alors ça c'est pas de la Cardass. J'ai eu une horloge gigantesque de Biko Lehman. Donc Biko Lehman en fait c'est une collection de petits stickers carrés japonais qui sont vendus avec des petites gaufrettes. Donc il y a eu ces dernières années aussi des versions Dragon Ball, mais c'est un truc qui date en fait du milieu des années 80. Et en fait, ils avaient sorti à l'époque une horloge collector, et du coup, je me suis dit, bah tiens, et si j'avais envie de me taper des frais de port incroyables depuis le Japon, du coup, je l'ai commandé. Voilà, et c'était Déjà, ça c'est de ma l'argent sur le dernière. compte annexe, c'est ça? Non, on n'y touche pas celui-là, mais ouais, du coup, je me suis dit, allez, tiens, allez, c'est l'occasion. Du coup, c'est ça. Donc, c'est pas de la Cardass, mais c'est toujours lié à l'univers de la collection japonaise. Voilà, quoi. Moi, mon dernier achat, il est derrière la porte parce que ma femme, elle a réceptionné un colis Yahoo tout à l'heure. Donc, il m'attend. Spoil pas. Par contre, mon avant-dernier achat, c'est ça. C'est des card games. Voilà, part 7, qui sont assez chiantes à trouver, assez compliquées, à trouver. Et la particularité de ces cartes, c'est qu'en fait, elles se décollent. Donc, ils ont, voilà, je vais pas le faire à la caméra, mais quand on décolle la carte, en dessous, on a un autre visuel. Voilà. D'accord. Donc, tu sauras jamais ce qu'il y a derrière, c'est ça que tu veux dire. Ah si, parce que j'ai les dessous déjà. J'ai les dessous. Ah, c'est acheté en deux, du coup. Comment? Acheter en 2 exemplaires, exactement. Et puis, on peut voir le visuel sur Koleka aussi. Certainement. Voilà. D'accord. Oui, donc, et donc de ce que j'ai vu, par contre, elles font toutes partie de la même part, ces cartes-là? Oui, c'est la part 7, c'est ça. Parce que du coup, si je vois bien, il y a pas mal d'OAV, OVA, je sais pas comment. Oui, exactement. C'est japonais, donc effectivement, bon, cela, ça, voilà, donc ça, OAV, enfin film. Ça, c'est Bojack, film. Bojack, oui. Bojack. Ça, non. Ça, oui. Et la dernière, c'est vous. Donc oui, il y a du film. Ok. Il y a du film. Ok. Voilà. Et quels sont, si là, du coup, vous deviez choisir une seule pièce dans votre collection, quelle est la première qui vous vient à l'esprit? Vous dites, ok, celle-là, si je ne devais pas m'en séparer, ce serait celle-là. Moi, c'est ça. Ok. La fameuse fusion. Et elle est d'époque en plus. Alors pour le podcast, est-ce que tu peux te décrire ce que c'est pour les gens qui n'ont pas la vidéo? C'est une hors-série Dragon Ball, donc Cardass le grand combat, part 3. Part 3, ouais, et du coup ça représente la fusion, donc Goku, on voit les visages de Goku et Vegeta avec du coup Vegeta au milieu qui fait un caméra. Pour moi c'est l'essence de Dragon Ball, pour moi c'est ça. Voilà. D'accord. Et pour moi, alors ce serait pas du tout une carte. En fait, ce serait un présentoir de magasin japonais dans lequel, en fait, qui était un énorme truc en plastique. Je vous filerai une photo que vous pourrez mettre sur la vidéo. Un énorme truc en plastique qui était dispo en magasin au Japon, et en fait, où dessus il y avait écrit feuillet Jumbo Cardass pour les Cardass Station. Donc en gros, c'était un présentoir qui était à côté de là où on pouvait acheter les feuillets Cardass Station pour format Jumbo. Et en fait, dessus, on voit le personnage de
Cardaskun. Et Cardaskun, en fait, c'est un personnage incroyable. En fait, c'est une mascotte des Cardass dont j'ai découvert l'existence il y a 2 ans. Et en fait, avant moi, j'ai l'impression que personne n'en avait jamais parlé. Et en gros, c'est une petite vending machine, donc un petit distributeur. Et en fait, j'ai recensé ses apparitions. Limite, il est apparu sur 4 ou 5 objets max. Et donc, du coup, en fait, il n'a pas du tout été exploité par Bandai. Et en fait, ce présentoir, il est dessus. Et j'adore cette pièce. Enfin, c'est un truc de ouf. Et j'ai jamais vu un autre exemplaire de ce petit présentoir. Et pour la petite anecdote, j'ai le tatouage Cardaskun ici. Je sais pas si on peut Ah bien ouais. voir. Hop, voilà, Cardaskun qui est ici, le petit distributeur. D'accord. Ah ouais. Voilà. Et du coup, je vous Celui-là, on te montrerai. le piquera pas. Voilà, celui-là, on me le piquera pas. Je vous filerai une photo. Moi, j'adore cette pièce et voilà quoi. C'est vraiment l'élément de déco ultime pour ton appart quoi. Du coup, sur ton bras, c'est sa 5e apparition, c'est ça? Voilà, c'est la 5e ou la 6e, mais ouais, ça fait partie. Ouais. Moi, je garderais cette carte, puisqu'elle est extraordinairement rare. Quoi, vraiment. Ouais, Tu vois, franchement, pas mal. Ouais. Le faux logo, là, je suis convaincu. Voilà, c'est bon. Mais son Kamehameha fait la même taille que sa tête. Exactement. La même forme. Et si vous avez chacun un souvenir par rapport à cette collection, en dehors de, je pense, vos rencontres, qui sont chacune des souvenirs qui sont assez marquants, et du fait que vous ayez gagné des amis avec cette communauté, est-ce que vous avez un souvenir en particulier qui vous vient en mémoire, qui vous a marqué et qui vraiment a changé votre vie? C'est un grand mot, mais qui a été important pour vous. Ouais, moi j'en ai un. Je vais la sortir d'ailleurs. C'est cette carte. Ça sera mon plus beau souvenir. En fait, j'explique. À l'époque, j'étais en CM1, je collectionnais cette carte. Enfin, je collectionnais cette collection. Donc, c'est la fameuse collection des Trading Part 1. Et il me manquait, et en fait, il y a 120 cartes. Il me manquait une carte. Celle-ci, la numéro 34. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais missionné des petits camarades de classe pour faire les détectives privés, pour essayer de regarder dans toute l'école s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait cette fameuse carte numéro 34, parce que je l'avais pas. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, écoute, si tu me la trouves, je te donne toutes mes doubles. Enfin, j'étais vraiment, je la voulais absolument. Et cette carte-là, j'étais tellement frustré que je l'ai jamais eue. Et en fait, c'est en reprenant ma collection en 2010 que sur eBay, j'ai réussi à trouver cette carte-là. Donc cette carte-là, elle n'est pas d'époque. Donc c'est la seule de cette collection qui n'est pas d'époque. Et c'est pour moi, ça restera un de mes meilleurs souvenirs de cartes. Voilà, celle-ci. Et pour la petite histoire, c'est un truc que tu as racheté à 2-3 euros, c'est ça? Exactement. Ouais, 5 centimes, même pas. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais. Encore une fois, c'est pas la finalité qui compte, c'est le chemin pour y parvenir. Ouais, c'est ça, c'est chouette. Belle histoire. C'est beau. Et pour moi, ça va être du coup le jour où j'ai arrêté de collectionner les Cardass. Donc encore une fois, désolé pour ceux qui connaissent l'anecdote, mais bon, voilà, je me répète toujours, mais c'est pas grave. J'étais en CM2 et à un moment en fait dans la cour de récré, je vois un mec qui était dans une autre classe, donc Samir, qui me présente en fait, qui nous présente une carte. Donc c'est une Cardass Le Grand Combat française qu'il connaissait pas et je viens de la voir et tout. Moi je la regarde, je dis mais je la connais pas et tout, donc je dis tiens je vais la toucher et en fait en frottant le dos, je sens que c'est une brillante cachée. Donc du coup je lui fais je te l'échange si tu veux. Et du coup en fait sur moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais toujours plein de cartes de collection dont je me fichais quoi. Et donc du coup je lui sors 20 cartes totalement random qui valaient rien pour moi. Je dis je t'échange contre ces 20 cartes. Ah ouais carrément. Donc du coup je fais l'échange. Trop content. Donc ensuite je monte en classe. Et puis en fait, je suis trop impatient de voir quel est le visuel derrière cette carte que je connais pas quoi. Parce que du coup devant c'était une carte normale et derrière je savais que c'était une brillante. Et donc du coup à un moment sous mon pupitre, je commence à décoller la carte et je vois waouh, c'est la Super Battle Max numéro 500, c'est la seule de la collection qui a un contour doré. Et incroyable, mais vraiment la carte en plus magnifique, c'est encore l'une de mes préférées et tout. Et en fait là t'as mon instituteur du coup Monsieur Michel qui voit ça, il me prend la carte, il la déchire en deux, il la fout dans la corbeille. Et voilà, ça m'a coupé sur mon élan et j'ai arrêté de collectionner les cartes suite à ça quoi. Est-ce qu'il a été licencié cet institut ou pas? Il n'a pas été licencié, mais pour la petite histoire, son fils est devenu plus tard l'un des meilleurs potes de mon frère.
Et du coup, j'ai raconté à son fils l'histoire et il me fait ah bah si tu veux, je te file toutes mes cartes Yu-Gi-Oh, mais moi je m'en fiche de ces cartes Yu-Gi-Oh. Voilà, c'est le jour où j'ai arrêté de collectionner les cartes. Mais j'ai repris quand même 6 ans plus tard. Ah, il y a eu comme un rêve qui a été brisé sur le moment, quoi. Ah ouais. Alors que Samir était content avec tous ses doubles pendant ce temps. Ah bah lui là c'est double, écoute, il était content quoi. On va arriver sur la fin. Je ne sais pas si Xavier, toi, tu avais encore quelques petites questions ou si vous avez quelques informations que vous vouliez partager encore avec nous, d'autres éléments. Non, moi je suis super content parce que c'est chouette de voir que cette collection elle vit toujours en fait et qu'il y a toujours de l'actualité et merci pour vos éclairages en tout cas parce que moi j'ai encore appris plein de trucs. C'est cool. De rien, avec plaisir. Effectivement, vous nous avez éclairé. Moi en plus je suis novice, tant je connais la saga, mais autant les cartes je ne connaissais pas du tout ces cartes-là. Et je suis ressorti beaucoup plus instruit. Non, mais ce qu'il en ressort encore une fois, c'est, tu vois, c'est un petit peu le constat qu'on arrive à faire, Alex, à chaque fois, c'est que finalement, ces collections, c'est des collections dont on parle parce qu'il y a un espèce de buzz un sale buzz, on va dire, qui sort avec, effectivement, comme vous parliez tout à l'heure, avec le confinement et compagnie, mais parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils vont pouvoir se faire de l'argent avec, mais en fait, derrière, c'est des vraies passions, en fait. Donc, comme le disait Bob tout à l'heure, le parcours d'un collectionneur, il est beaucoup plus sympa et la carte que tu as montrée, à laquelle tu tiens, qui vaut rien du tout, et c'est parce qu'elle a une histoire et chaque collectionneur a des histoires qui sont rattachées à leur collection. Et effectivement, alors il y a des choses qui vont valoir de l'argent, etc. Mais le cœur du truc, ça reste quand même la passion qui anime les gens, quoi. Donc, c'est rassurant de voir aussi que ça n'a pas atteint le cœur des fans de Dragon Ball, quoi. C'est ça. Ouais, et puis, vous êtes clairement de meilleurs instituteurs que Monsieur Michel. Ah oui, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas d'autres éléments que vous voulez aborder là, j'aimerais bien voir un peu quelles sont, si vous avez des actualités, des choses dont vous voulez parler, c'est peut-être le moment d'en profiter, de nous donner un petit peu là où on peut vous retrouver et tout ce qu'on peut savoir en plus sur les nouveautés que vous pourrez apporter, tous les cerveaux que vous avez éclairés en plus des nôtres. Ouais, moi de mon côté, pas trop de nouveautés. Là, au niveau si on peut, un peu les news des Cardass, il y a comme Bob montrait, les complete box, qui sont les rééditions des Cardass. Alors déjà, pour la première fois depuis ça fait 13 ans que Bandai essaye de sortir des intégrales de Cardass. C'est la première fois qu'ils vont jusqu'au bout, donc chapeau à eux. Donc du coup, il y a la dernière qui vient d'être annoncée, qui va sortir en février ou en mars, avec dedans du coup les parts 29 et 30 des Cardass, plus la part du coup comme disait Bob, Tokubetsudan, donc en fait qui est une part sortie en 98 en fait, qui contient 81 cartes et qui est en fait un peu une rétrospective de tout ce qui a été Dragon Ball. Donc il y a ça qui va sortir. Sinon, à côté de ça, Bandai continue de sortir des complete box pour d'autres collections. Donc là, il y a une nouvelle complete box SD Gundam qui va sortir. Donc du coup, du SD Gundam, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rempli de plein de sous-licences différentes. Donc du coup, il y a Gundam Gaiden, SD Gundam Gaiden qui se passe au temps du Moyen-Âge européen, SD Gundam, SD Sengokuden qui se passe en fait au temps un peu des samouraïs au Japon. Et donc du coup, là, il va y avoir une box SD Sengokuden qui sort à la fin de l'année, à la fin du mois. Il y a une box Senseiya qui a fait pas mal de buzz, qui est sortie, enfin qui va sortir et qui a été annoncée. Donc du coup, c'est des Cardass Senseiya SD d'époque qui en fait sont remasterisés, c'est-à-dire qu'ils gardent les visuels de l'époque, mais en fait ils refont la maquette. Donc c'est un peu des nouvelles cartes, mais qui reprennent les visuels d'anciennes. Donc c'est la première fois qu'ils font ça sur Senseiya, donc ça annonce en fait pas mal de choses cool pour l'avenir. Et puis ils font la même chose sur Ultraman. Donc voilà, donc pas mal de nouveautés. De nouveautés avec de l'ancien côté Bandai, et c'est vachement cool. Après, je sais pas si Bob, toi, t'as d'autres choses. Moi, je continue à collectionner, voilà. Et par contre, en parallèle, je suis en train de préparer un petit livre en fait qui suit les aventures en fait de Bui. Donc Bui, c'est qui en fait? C'est un petit garçon qui joue au Cardass. Et donc j'ai récupéré 3 chapitres qui étaient sortis à l'époque dans les V-Jump. Donc c'était les hebdomadaires, c'était les hebdomadaires, non, c'était les mensuels, pardon.
qui sortaient tous les mois au Japon. Et donc, il y en a 3 comme ça. Et donc dans chaque livre, il y a un chapitre. Et donc, je suis en train de les restaurer et donc du coup de les proposer en version française. Donc, ça sortira sûrement l'année prochaine. Voilà. Génial. Ouais. Cool. Trop hâte. Bien, bravo. C'est cool. Voilà. Et si on veut vous retrouver, on peut vous retrouver sur des supports, sur des réseaux, sur quelque chose pour vous suivre? Alors, donc du On a le coup, droit. moi, c'est sur Twitter, @jucardas collé. Cardas, toujours 2D2S. On est sur YouTube, Mister Cardas, MrCarddass. Et sinon, alors là, c'est la première fois que j'annonce publiquement. Normalement, Exclu. d'ici quelques jours, je serai publié dans un magazine. Voilà, normalement, la sortie officielle, on m'a dit que c'était le 17 décembre. J'attends d'être sûr 100% pour l'annoncer officiellement sur les réseaux, mais normalement, je vais être bientôt publié. Puis voilà, et puis J'ai hâte d'acheter mon programme télé. ouais, ton programme télé. Ouais. Et puis toi, Bob, on te trouve où? Moi, on me retrouve sur Twitter, pas trop sur Facebook, plutôt sur Twitter, Bob Éponge Ball, voilà. Donc, Bob Elponge. voilà, je parle de Dragon Ball en général, des cartes, des sorties, voilà, de tout ce qui a trait à Dragon Ball. Ok. Voilà. Top. Très bien. Xavier, t'as quelques nouveautés? Alors, qu'est-ce qu'on a en nouveauté là? C'est la période de Noël, donc on a notre activité de boutique qui bat son plein. Donc, on fabrique beaucoup de meubles pour présenter les collections. Et sinon, oui, on est en train de préparer une petite nouveauté pour la rentrée sur l'appli de Coleca, mais ça, je vous en parlerai quand ce sera le moment. Mais il y aura des choses sympas qui vont arriver. Trop cool. Voilà. Top. Encore merci à tous. Merci Xavier d'organiser avec moi. Merci à Jules et à Bob pour votre disponibilité, pour votre enthousiasme. Et surtout Merci. pour votre Avec connaissance. À plus. À bientôt. Salut. Salut! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours sur les réseaux sociaux de Coleca. On attend vos notes sur Apple Podcast. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.